Bonjour à tous, je suis Brian Bio, je vais être l'animateur du webinaire que nous apprêtons tous à partager à partir de maintenant. Alors au nom de la promotion, tout d'abord, risque et environnement d'Albi, je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce webinaire qui sera consacré aux apports de l'ergonomie dans les aménagements des espaces de travail. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur votre présence dans le cadre de ce moment que nous espérons bien évidemment constructif, autant que faire se peut. D'abord envisagé en format présentiel, format conférence, le contexte sanitaire nous a contraints à un format distanciel. Et à ce titre, nous souhaitons tout d'abord très chaleureusement remercier nos intervenants qui ont accepté ce format. Le choix du thème, le thème qui a été choisi, c'est le reflet vraiment de notre intention de démontrer d'un point de vue totalement pratique la plus-value de l'ergonomie, une discipline encore récente, dans la préservation du couple santé et performance au travail. Je prends bien en compte les deux éléments, santé et performance au travail. Donc, le rendez-vous va s'organiser en 3 séquences successives. On va d'abord avoir une séquence d'1 heure, format 2 fois 30 minutes, avec 2 interventions. Et ensuite, 30 minutes de questions-réponses. Dans un premier temps, M. Falguerat, ergonome, président du cabinet Ergonova, va nous apporter son expérience pour matérialiser les apports de l'ergonomie dès la conception architecturale. Et Madame Argenty, ergonome, psychologue des sciences cognitives, se concentrera davantage sur les espaces intérieurs en traitant du sujet des open space. Un sujet, on va le voir, d'actualité. Tout au long des présentations, bien évidemment, nous vous invitons tous à nous écrire, à réagir, à poser des questions. Vous retrouvez en bas normalement un onglet qui est prévu à cet effet, questions-réponses. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Sachez bien que les questions vont être, elles sont remontées donc au fil de l'eau, elles vont être triées, organisées de sorte à pouvoir bien organiser le troisième volet de notre webinaire consacré donc à ces questions-réponses. Ou est-ce que Séraphin Duroux aura en charge l'organisation? Alors sans plus attendre, je vous propose de laisser la parole à Julien Falguerat pour ouvrir notre webinaire. Alors, je vous partage l'écran directement. Est-ce que c'est bon pour l'écran? Oui. C'est bon. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de parler de ce que l'ergonomie peut apporter comme performance et avec le cas des projets architecturaux. L'idée étant de dérouler cette séquence en 3 temps. Une petite présentation très courte de qui je suis, d'où je viens, quelques définitions et notions, et pour finir, l'illustration autour d'un cas pratique, ce qui permettra peut-être de rendre un peu plus concret les éléments apportés avant. Alors, je suis de formation initiale plutôt ingénieur. J'avais fait un ingénierat en physique de l'habitat. Ensuite, j'ai fait un DESS en ergonomie en 2000 à Paris 1, chez François Hubault. J'ai continué à me former, notamment en passant un certificat de programmiste. Le GEPAS, c'est le groupement pour l'éducation permanente des architectes. Je suis membre du Centre des jeunes dirigeants depuis 2016. Alors ça, c'est plutôt pour la compétence dirigeant d'entreprise. J'ai fait une formation à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Alors, ce n'est pas l'enjeu ici, mais ça sert forcément dans le parcours, notamment pour aller chercher, on va dire, un usage, une performance plus globale en coopération avec l'ensemble des acteurs, depuis les acteurs de la maîtrise d'ouvrage jusqu'aux futurs utilisateurs. La création d'Ergonova, donc je suis associé fondateur en 2005, on a créé ça avec 4 autres associés. Et aujourd'hui, j'ai donc la direction d'Ergonova Conseil. Rapidement, c'est une entreprise, on est 29 collaborateurs, dont la majorité d'ergonomes. On n'a pas d'autres métiers à part de l'administratif et une thèse, puisqu'on fait de la R&D. Et on a 5 implantations sur Toulouse, Nantes, Bordeaux, Poitiers et Paris. Alors, quelques définitions et notions. J'ai essayé finalement, comme d'habitude, de définir le projet architectural, ce que c'est. Qu'est-ce qu'on entend par projet architectural? C'est un projet de conception comme les autres, c'est-à-dire que c'est un processus de conception avec des étapes. La spécificité, c'est qu'il y a des jalons et des acteurs spécifiques, ou même un wording spécifique. On va parler d'avant-projet sommaire, d'APS, on va parler d'études d'exécution, là où on parlera peut-être de cahier des charges d'avant-projet dans d'autres dimensions comme des projets industriels. Donc des acteurs spécifiques, des architectes, des ingénieurs plutôt bâtiments,
qui ont des façons de travailler qu'il faut connaître. Mais sinon, ça reste un projet de conception comme un autre, on pourrait dire. Alors, la particularité du projet architectural, c'est que c'est souvent la première, alors j'appelle ça matérialisation de la demande. Souvent, le premier appel dans un nouveau projet pour un maître d'ouvrage, un client, un industriel, c'est j'ai un nouveau bâtiment à faire. Donc, faites-moi un cahier des charges, ce qui s'appelle un programme architectural, pour concevoir l'objet technique, le projet technique qui est le bâtiment. Euh, alors, ce qu'il faut bien considérer, c'est que ça s'intègre dans un projet architectural qui va venir questionner la localisation, un terrain, des problématiques juridiques de propriété d'un espace, d'un bâtiment, de l'exploitation de ce bâtiment-là, donc de la maintenance sur plusieurs années. Donc, le projet architectural englobe déjà un peu plus le cahier des charges. Et ce projet architectural, eh bien, il s'intègre dans un projet d'entreprise plus large qui va peut-être venir questionner un projet informatique, peut-être des projets métiers, d'évolution de métiers en parallèle, de management ou encore un projet social. Donc, la première des questions à se poser, finalement, c'est quelle est la cartographie des projets, c'est-à-dire la demande que j'ai qui concerne la réalisation peut-être d'un projet architectural au sens d'un bâtiment, comment elle s'intègre dans un panorama de projets beaucoup plus large. C'est ce qu'on va voir un peu dans l'illustration ensuite. La performance, alors j'ai regardé la définition comme j'ai l'habitude de faire. La performance est définie comme étant un résultat chiffré en temps ou en distance d'un athlète ou d'un cheval à l'issue d'une épreuve. C'est aussi un exploit, une réussite. C'est le résultat obtenu. Ce qu'on voit finalement, c'est que la performance se joue réellement dans l'action, donc dans le réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de performance prévue, prévisible. Et je crois que c'est important puisque finalement, cette performance, elle dépend de nombreux facteurs, donc des variabilités et des régulations. Donc finalement, ce qu'il peut se passer dans le réel, un aléa de production, quelqu'un qui est absent dans un collectif de travail, et finalement dépend aussi des régulations qui vont être mises en œuvre, qui ne sont pas forcément les mêmes à une même cause. Donc, ce qui me semble important, c'est que la performance, si on essaye d'y participer, c'est aussi intéressant de savoir la mesurer, puisque ça produit un résultat qu'on doit pouvoir évaluer et mesurer. Et la chose peut-être la plus importante, c'est, il me semble que ça impose une position d'humilité. Il y a beaucoup de personnes qui sont des vendeurs de performance, qui vendent de la productivité à plus 30%. Je pense qu'il faut vraiment avoir une position d'humilité par rapport à ce qui fait et ce qui participe à la performance. Je pense qu'on y participe, de dire qu'on peut finalement se dire que c'est grâce à nous et nous seuls que le système, quel qu'il soit sa performance, c'est une erreur puisqu'elle est forcément dépendante, par exemple, de la personne qui va réaliser l'action que l'on aura peut-être préalablement conçue. Donc, une fois qu'on a calé cette notion de performance, j'ai envie de parler de performance et santé. Pourquoi? Parce qu'on a souvent, on entend souvent une séparation, alors plutôt sémantique, mais sans l'opposer, mais enfin, on a une opposition entre performance, au moins une adjonction entre performance et santé. Alors, le risque qu'il y a, c'est évidemment de venir opposer ou de venir presque mettre la santé comme étant quelque chose en plus de la performance. Et on le voit vachement ça dans certains consultants qui font que de la performance ou de la performance et santé. Moi, il me semble important de bien être clair avec ces choses-là. Quand on parle de performance, on parle forcément de santé. Et quand on parle de santé, pas prévention des risques professionnels, mais aussi développement de la santé. Comment je fais pour que des opérateurs, des personnes qui travaillent dans une organisation de travail, développent de la santé quelque part, et du sens dans ce qu'ils font. Donc, ne viennent pas peut-être après développer des risques psychosociaux, par exemple. Donc, on parle peut-être, alors des fois c'est un peu galvaudé comme mot, mais de performance globale. Alors, la difficulté, c'est que quand on fait global, on ne sait plus ce qu'il y a dedans. En tout cas, quand je vais parler de performance dans la suite de la présentation, c'est bien avec de la santé intégrée. Il n'y a pas de négociation possible, c'est-à-dire je ne peux pas faire de la performance s'il n'y a pas de santé. Donc, finalement, c'est un produit, la santé, et un indicateur de la performance avec d'autres grandeurs qui sont, par exemple, la qualité, les coûts, les délais. La performance dans les enjeux architecturaux. J'ai essayé de rapidement exposer comment on pourrait qualifier cette notion de performance dans les projets architecturaux. Sans refaire, je ne sais pas trop quel est le public. L'idée, ce n'était pas de rentrer dans une définition complète des projets architecturaux, mais de manière générale, il y a quand même deux pôles dans un projet architectural. Le pôle maîtrise d'ouvrage, donc qui a plutôt pour rôle
de venir, au-delà d'avoir la propriété de l'ouvrage, qui a pour rôle de venir exprimer un besoin, une attente, et un pôle maîtrise d'œuvre, qui a lui pour mission de répondre aux besoins exprimés par le maître d'ouvrage en réalisant la conception, alors d'abord, je vais dire, pas matérielle, mais conceptuelle d'un projet, jusqu'à la réalisation effective de ce projet-là. Au moyen de se rappeler, maître d'ouvrage, ouvrage, c'est celui qui a la propriété de l'ouvrage, maître d'œuvre, c'est celui qui met en œuvre. Donc ces deux pôles-là ont finalement à la fois à travailler leur propre objet de conception, mais ont aussi à travailler ensemble. Donc il me semble qu'on peut exposer que la performance se joue dans ces projets architecturaux à deux niveaux. Le premier, qui est souvent je vais dire, celui qui est attendu classiquement par un maître d'ouvrage, c'est la performance de l'objet conçu. C'est-à-dire que si on nous prend dans une assistance maîtrise d'ouvrage pour accompagner la réalisation d'un programme et in fine la conception d'un bâtiment, la première attente du maître d'ouvrage, c'est que le bâtiment fonctionne. Donc, pour être quelque part en capacité de participer à cette performance-là, il faut qu'on puisse articuler les échanges qu'il va y avoir entre l'expression du besoin et la réponse technique. On verra après, je vais parler de programmation architecturale. Il y a bien un dialogue à initier, à conduire entre un pôle maîtrise d'ouvrage et un pôle maîtrise d'œuvre. Ce n'est pas quelque chose de séquentiel où je définis mon besoin, je passe ce besoin-là à la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'œuvre conçoit. Donc, la performance de l'objet conçu va passer donc par la performance, je vais tout afficher, ce sera plus simple, du travail des concepteurs. Effectivement, ce qui peut être important, c'est au niveau de la maîtrise d'ouvrage, ça paraît bête, mais est-ce qu'on partage le même référentiel? On voit souvent dans des projets que la maîtrise d'ouvrage n'arrive pas à valider les choses ou valide, mais revient 15 jours après, un mois après sur une décision prise. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est que finalement, ils n'ont peut-être pas validé sur les mêmes dimensions. Ils pensaient qu'ils qu'ils parlaient de la même chose, en fait, ils ne parlaient peut-être pas de la même chose. Donc, un des enjeux aussi, c'est d'aller aider à construire un même référentiel côté maîtrise d'ouvrage. De la même manière, côté maîtrise d'œuvre, on pense qu'une équipe de concepteurs, architectes, bureaux d'études, généralistes, gros œuvres, seconde œuvre, acousticiens, je ne sais pas, on peut en avoir plein, sont censés pouvoir travailler ensemble, mais pas tant que ça parfois. Ils travaillent, eux, pour le coup, en séquentiel. Donc, comment aussi on aide à travailler, ou à faire travailler ensemble réellement tous les acteurs de la maîtrise d'œuvre. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est comment on fait pour que ces gens-là se comprennent bien. Donc, quand on parle de performance dans les projets architecturaux, je crois que c'est important de dépasser le premier niveau qui est évidemment que j'apporte la performance sur l'objet conçu, dans ce cas-là le bâtiment, pardon. Mais je vais au-delà du bâtiment et évidemment de ce qui l'abrite ou de ce qui l'accompagne en termes de réalisation d'un processus d'activité, on le verra après, mais je joue aussi la performance des concepteurs. Ça paraît peut-être évident à dire, mais si je suis entre guillemets, si je donne des conditions de bien travailler à un pôle maîtrise d'ouvrage, un pôle maîtrise d'œuvre, la performance de l'objet conçu, elle est forcément beaucoup plus garantie. Elle a beaucoup plus de chances de se réaliser. Alors, le positionnement de l'ergonome dans les projets architecturaux, il peut être aux deux niveaux, qu'on vient de voir, sur le pôle maîtrise d'ouvrage ou sur le pôle maîtrise d'œuvre. J'ai mis quelques types d'actions ou de missions qu'on peut trouver dans les pôles. C'est surtout pas exhaustif. Et il peut même y avoir des fois une mission que l'on peut réaliser en étant en maîtrise d'œuvre parce qu'il n'y a pas d'ergonome en maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est un peu perméable. Mais de manière générale, quand on est en assistance à maîtrise d'ouvrage en tant qu'ergonome, plutôt pour faire de la programmation architecturale, c'est-à-dire la rédaction du cahier des charges qui va servir au concepteur à concevoir le bâtiment, on va être sur des choses de définition d'un projet. Qu'est-ce qui fait projet architectural? Évidemment, l'expression du besoin, alors plutôt besoin fonctionnel. La structuration de la conduite de projet, qui doit travailler comment, qui doit quoi à qui, à quel moment on consulte une maîtrise d'œuvre, quel type de maîtrise d'œuvre on consulte, quel processus de consultation on met en œuvre. Toutes ces choses-là, on a légitimité complètement d'y participer. Une fois qu'on lance, alors ça s'appelle différemment selon les modalités, un concours, un programme juste de consultation, on peut aider au choix de la maîtrise d'œuvre pour essayer d'enrichir sur des critères qui vont être autres que j'aime le projet ou j'aime pas, je le trouve joli, je le trouve pas joli, qui sont très subjectifs. Comment je peux aider au travers de plusieurs critères à dire que l'équipe a réellement les moyens de pouvoir travailler sur ce projet-là. L'équipe a montré qu'elle avait bien compris le programme. Le projet qu'elle montre répond à des fonctionnalités attendues.
Donc, on a vraiment une assistance au choix de la maîtrise d'œuvre qui est importante. Ce qu'on sait faire classiquement en tant qu'ergo, c'est de l'analyse, de la simulation et de la validation. Alors, je n'ai pas complété, mais évidemment, les expressions de besoins se font en allant sur le terrain. L'analyse, simulation et validation se font avec des futurs utilisateurs, etc. Et côté maîtrise d'œuvre, moi, il me semble important de pouvoir, quand un programme arrive à une maîtrise d'œuvre, de l'analyser, ce programme-là, parce que chaque personne, on va dire, de chaque concepteur de l'équipe de conception va avoir une lecture qui lui est propre. Un architecte va plutôt aller regarder rapidement peut-être l'usage, mais pas que, parce qu'il aura derrière un objet à concevoir qui est plutôt un objet architectural avec une image, pas que, hein, mais quand même. L'ingénieur au bureau d'études à les grosses œuvres, ce qui va l'intéresser, c'est d'aller savoir comment on porte tout ça sur un terrain, etc., etc. Donc chacun va le lire avec sa fenêtre. Et ce qui est important, c'est d'aller analyser le programme et presque d'aller hiérarchiser les exigences clients en termes de besoins ou d'enjeux. Et ce travail-là qui paraît anodin permet réellement de venir aider l'équipe de maîtrise d'œuvre à mieux travailler ensemble autour d'un objet commun. C'est-à-dire qu'on a partagé les enjeux et les hypothèses, c'est beaucoup plus simple de savoir vers où on va, de pas chacun. Alors, je lance pas un débat de métier, il y a beaucoup d'architectes qui disent le faire, et c'est vrai, mais on vient forcément le compléter d'une manière différente en ayant une lecture peut-être plus fonctionnelle du programme. On pourra lancer un débat, une discussion après sur ces perméabilités qu'il peut y avoir entre les différents métiers de l'équipe de maîtrise d'œuvre. On structure l'équipe de concepteurs. De la même manière, on peut essayer de mettre en place une conduite de projet chez les concepteurs. Quelque chose de très important, c'est qu'il faut aussi analyser et valider les solutions conçues finalement en interne et les simuler avec les acteurs de la maîtrise d'œuvre avant de les proposer au maître d'ouvrage. Donc, quelque part, on fait une prévalidation pour s'assurer que le maître d'ouvrage, s'il n'y a pas d'ergonome, par exemple, peut valider ça plus facilement. Et on peut aller jusqu'à de l'accompagnement, la mise en service, etc. Donc, ce n'est pas exhaustif, mais c'est pour montrer un peu le type de mission que l'on peut avoir, soit en assistance et maîtrise d'ouvrage, plutôt pour de la programmation, ou plutôt en pôle de maîtrise d'œuvre pour accompagner la conception d'un projet. Alors, pour finir, je crois, avec les notions et définitions, l'ergonome et la démarche de programmation, puisque c'est l'angle que j'ai pris pour la présentation qui suit les exemples, c'est-à-dire un ergonome positionné en assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors, c'est pas une démarche, c'est bien une démarche de programmation, pardon, et pas un programme. Donc, il faut plus parler de démarche de programmation. Souvent, on résume cette démarche-là au livrable, donc au produit, programme, document. Et en fait, c'est tout sauf un document. À un moment, il y a besoin d'avoir une étape contractuelle avec un document qui soit signé par le maître d'ouvrage, qui soit transmis, mais c'est surtout pas suffisant. Et ça s'arrête vraiment pas là. C'est-à-dire que c'est une démarche de co-construction qui va se dérouler tout au long du projet, presque jusqu'à la réception. Une démarche de programmation ne s'arrête pas quand on livre un programme. Donc, on va de la faisabilité, en passant par l'adéquation programme-projet, l'aide au choix de maître d'œuvre, et je peux même aller jusqu'à de la réception fonctionnelle, par exemple. Donc, cette démarche de programmation, c'est une démarche de conduite de projet qui permet, quand elle est faite par un ergonome, on va le voir, d'intégrer le facteur humain dans cette démarche de projet. Alors, classiquement, notre regard ou notre façon d'appréhender un système, c'est quelque chose centré sur le travail, sur les usages, avec une approche donc systémique qui n'est pas uniquement sur le bâtiment. Donc, on se dit comment on peut élargir un peu ce spectre-là. Forcément, si on élargit le spectre, on a une capacité à aller toucher de la performance globale, parce qu'on va venir toucher autre chose que simplement le bâtiment. Et on sait très bien en tant qu'ergonome que on parle de système de travail, donc on est systémique, c'est-à-dire que ce n'est pas une situation de travail, quelque part, elle ne peut être performante qu'en venant chercher des éléments un peu de manière complexe dans un système. Donc, si on ne questionne que le bâtiment, en disant c'est le bâtiment qui participe à un processus industriel, je pense qu'on se rate quelque part un potentiel énorme. Donc, le fait d'approcher le travail, de dépasser le bâtiment, c'est quelque chose qui permet de viser forcément la performance globale, et c'est ce qu'on verra dans l'exemple juste après. Et paradoxalement, quand on commence à venir parler du travail et des usages, que l'on fonde ça sur des observables du réel, même s'il y a des moments où on est sur des usages futurs, il faut bien qu'on base des choses sur des hypothèses réelles. On s'aperçoit, là c'est l'expérience qui parle, qu'on a une légitimité à discuter d'enjeux politiques et stratégiques de l'entreprise, puisqu'on n'est plus que sur le bâtiment, on est finalement sur les projets. Et ça m'est arrivé de rediscuter de projets d'évolution de cadence industrielle avec un client, alors que j'étais soi-disant là que pour faire un programme. Sauf qu'il a vite compris que la démarche de programmation, quand on l'élargissait, on venait chercher des choses hyper intéressantes et il faisait des liens, lui, entre le bâtiment
et peut-être une organisation du travail, le bâtiment et une évolution de procédés ou de process. Donc, approcher j'allais dire la démarche de programmation avec une approche centrée travail, ça permet d'élargir complètement ça. Alors, je mets un petit point de vigilance. On n'est malgré tout pas des super programmistes. Même en ayant fait une formation de programmiste, on a, j'allais dire, des capacités à être plutôt sur certaines thématiques. Moi, je n'ai pas de compétences en assistance administrative au concours dans le cadre des marchés publics. La LOMOP, c'est marché maîtrise d'ouvrage public, puisqu'il y a des temps à tenir. C'est très procéduriel, pardon. Donc ça, je ne sais pas faire. Compétences techniques et économiques. Je n'ai pas une formation technique qui me permet des fois de pouvoir spécifier le principe technique d'une solution, ou encore moins d'aller chiffrer un ratio du mètre carré du bâtiment. Donc, ça, quelque part, je finis avec la compétence graphique. Un programme, pour que ce soit compris, il faut que ce soit illustré. Et l'illustration, ce n'est pas juste des couleurs et que ça soit joli. C'est que la forme, elle serve réellement le fond de ce qu'on cherche à mettre en œuvre. Et là aussi, il y a des vraies compétences de graphiste, pardon, dont on peut se faire accompagner. Donc, on est peut-être des super programmistes sur la partie fonctionnement et usage, mais par contre, attention, c'est bien pour certains types de projets de venir compléter une équipe d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour faire de la programmation de compétences telles qu'elles sont écrites ici. Il doit me rester 10 minutes, donc je vais essayer de passer à l'exemple pour ne pas le passer trop vite. Alors, c'est un cas pratique, donc je ne citerai pas de nom de client. Le projet, c'est un projet qui a été réalisé, qui est en état de travaux, là, donc assez récent. Donc, c'était la construction d'un nouveau bâtiment permettant la réalisation des opérations contractuelles de livraison du produit pour un industriel. Donc, il fabrique, il développe des produits, et à un moment, il livre ce produit-là. Et le bâtiment qu'il fallait reprogrammer était un bâtiment où ils font les opérations contractuelles. Donc, où ils signent en gros les contrats, où il y a un transfert d'argent qui est fait du client vers l'industriel, et un transfert de titre, la propriété passe de l'industriel au client. Donc, moi, quand j'arrive, le contexte, le panorama, c'est un programme qui a été fait par une cellule avant-projet en interne chez l'industriel, qui se réduit à une feuille A4, qui s'appelle programme aussi, puisque je spécifie des besoins, et qui était uniquement faite d'une surface et d'une enveloppe coût. Alors, j'ai dit uniquement, il n'y a pas de jugement derrière, mais en tout cas, c'était une surface et un coût. Et la surface était calculée sur la base d'effectifs. Donc, en gros, pourquoi ce projet ? Parce qu'il n'y avait pas assez de place et qui commençait à augmenter en termes d'effectifs et qui rentrait pas dans le bâtiment existant. On va s'apercevoir tout à l'heure qu'il n'y avait pas que ça, mais en tout cas, c'est la demande. Donc, c'est quoi vos effectifs aujourd'hui? Quelle est la projection que vous envisagez? On met un petit pourcentage. X effectifs fois tant de mètres carrés par personne, parce qu'on a des ratios en tête. Ça fait une surface à construire de temps. Et avec un ratio mètre carré du bâtiment, de la construction pour du type tertiaire, j'arrive à un coût. Donc, voilà le programme tel qu'il était fait. Alors, le constat, c'est que quand un document comme ça s'appuie sur aucune connaissance du fonctionnement réel, actuel, aucune hypothèse sur les évolutions stratégiques de l'entreprise, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des projets connexes qui peuvent venir re-questionner cette opération-là. Donc finalement, à part l'évolution d'effectifs, je ne sais pas trop comment discuter de l'évolution stratégique de l'entreprise. Et quelque chose de factuel, c'est que finalement, la maîtrise d'ouvrage, ce n'est pas valider ce programme en interne, et ce n'est pas faire valider ce programme en interne. Parce que finalement, on discute de quoi? C'est-à-dire qu'on si on ne discute que des effectifs, c'est compliqué. Parce que quand je discute des effectifs, je n'ai pas d'éléments objectivables pour discuter de l'image de ce que va être le bâtiment. Pas l'image, je veux un beau bâtiment. Qu'est-ce qui doit, quel effet, entre guillemets, ou quelle perception va avoir un client quand il va venir dans ce bâtiment-là? Comment je discute finalement de la surface? Est-ce que c'est une surface qui est du bureau standard, ou est-ce que c'est une surface qui est du bureau un peu plus cher, parce que j'ai un équipement un peu plus important, parce que j'ai besoin de tels équipements, ou j'ai besoin d'accueillir le client dans des espaces qui sont plus qualitatifs. À ce stade-là, avec ce document-là, pas de moyens. Alors, à côté, ça n'a pas coûté grand-chose de faire ce programme-là. Donc, avec ce constat-là, pardon, il me confie une mission. Alors, je le mets quand même, mais c'est une mission qui est confiée de gré à gré. On est dans le cadre d'un marché privé qui est basé sur l'expérience et les projets antérieurs. Donc, tout ce que je vous ai raconté avant, c'est un client qui a compris que ce qui est raconté sur les planches d'avant, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que quand il fait appel à nous, il ne fait pas appel à un programmiste lambda. Il fait appel à des ergonomes qui ont des compétences de programmation
pour aller justement questionner les choses de manière un peu plus objectivable et surtout amener des éléments qui sont plus faciles à discuter. Donc, c'est un bon point pour moi parce que j'arrive quelque part avec une expérience, mais par contre, j'arrive dans un contexte complètement inconnu. C'est-à-dire que je ne connais pas le métier, et je ne connais pas l'activité, je ne connais pas les utilisateurs. Dans la première mission qui m'est confiée, c'est une mission de faisabilité pré-programme. Donc, c'est-à-dire essayer d'identifier quelles vont être les nouvelles fonctions, etc. Donc, les enjeux de la mission, pour moi, ils sont simples. C'est réaliser un programme pour identifier et faire valider la localisation du projet et son enveloppe financière. Alors, au travers de l'enveloppe financière, il faut imaginer qu'il y a toute la construction de la surface. Et toute la construction de la surface, elle est faite sur la base d'une projection de l'activité, donc des espaces pour réaliser un process, des liens fonctionnels, des flux, etc. Donc, ça, c'est la mission, quelque part, un enjeu de ce que je dois. Donc, les questions que je me posais, c'est quelle est l'activité actuelle, quelle est l'activité projetée, en fonction des cadences, des pratiques, comment la fonction du projet s'articule avec les autres fonctions de l'industriel, quels sont les enjeux du projet plus global pour ne pas se limiter au bâtiment. Donc, mon objectif quand j'arrive, c'est passer quelque part d'un immeuble de bureau pour X effectifs à un outil industriel avec un besoin objectivé et validé qui participe à la performance globale de l'industriel. Donc, je vais illustrer ça avec deux petits cas d'usage que j'ai eu dans la programmation. Finalement, comment on dimensionne une surface basée sur le besoin réel, puisque c'est les observations que l'on peut faire, enrichies sur le projeté. Alors, je ne vais rien nous apprendre en tant qu'ergonome, on essaie d'aller observer des situations de travail pour comprendre réellement ce qui se passe, quelles sont les variabilités qui existent dans l'activité, quelles sont les régulations qui sont mises en place, qu'est-ce qui se joue réellement dans l'activité de travail. Donc, je suis allé observer plusieurs livraisons contractuelles, donc on n'est plus dans une activité de bureau. Alors, ce qui est génial, c'est que j'y vais quand même assez souvent au début et j'ai un écart entre ce qu'on me dit tout le temps, c'est qu'ils se plaignent qu'il y a trop de livraisons, qu'ils n'ont pas assez de salles pour faire des livraisons. Sauf que moi, j'y vais assez souvent et j'observe qu'il y a toutes les salles quasiment vides et c'est souvent une seule salle d'occupée. Donc, l'intérêt, c'est comment je vais objectiver ça, parce que je ne peux pas m'en arrêter là, on ne peut pas s'arrêter juste sur des on-dit. Alors, j'ai des éléments sur l'activité de livraison, mais sauf que pour aller dimensionner un nombre de salles, j'ai rien. Donc, je réalise une analyse de données plus fine. Donc, ils ont un outil où ils ont toute la liste de toutes les livraisons qu'ils ont fait sur une année. Et déjà, je commence à regarder sur les salles de livraison qu'ils ont, ils en ont 6, est-ce qu'il y a ou pas des livraisons simultanées au niveau des jours. Et on s'aperçoit effectivement que le gros du volume est plutôt sur, on voit, il y a 72 jours où il n'y a qu'une seule livraison. Les jours où il y a, j'allais dire, 4 ou 5 livraisons, ou 3, sont moins importants. Il y en a quelques-uns, mais sont moins importants. Donc, finalement, je n'y suis pas allé les bons jours. Ce qu'on voit aussi sur une autre formalisation des données, c'est que quand on regarde le nombre de livraisons par mois, on a effectivement quelque chose qu'une fois que j'ai montré, mais qui ne m'avait pas dit. Il me dit, mais oui, c'est évident. Chaque fin de trimestre, c'est en gros, on repousse, mais contractuellement, on ne peut pas, donc on a des livraisons. C'est encore plus vrai à la fin du semestre, et c'est évidemment vrai en fin d'année. C'est-à-dire qu'ils ont des engagements commerciaux, on ne peut pas repousser une livraison. Donc, moi, j'étais pas au mois de décembre, j'avais commencé la mission, je pense, au mois d'avril. Donc, finalement, juste après la fin d'un premier trimestre, j'y serai le mois de décembre, j'aurais compris ce qu'il m'avait dit. C'est-à-dire qu'on arrive en sursaturation des salles de livraison. Donc, l'intérêt d'aller faire une observation complétée par une analyse, c'est d'objectiver finalement leur activité et le dimensionnement. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est qu'on se projette sur l'activité future à partir de la connaissance. Donc, on a une évolution des cadences de livraison, donc du nombre potentiellement de livraisons. Tout ce que j'avais pu observer sur c'est quoi une livraison en termes d'organisation, d'espace de travail, de liens fonctionnels, de problématiques de confidentialité ou autres, on les a. Donc, on peut aller d'une expression simple qui était j'ai 5 salles de livraison actuellement vers, là c'est un petit exemple, un espace modulaire qui permet la réalisation de 6 grandes livraisons à 12 petites livraisons. Je ne peux pas tout expliquer, mais quand on est sur une livraison fin d'année, on est plutôt sur des livraisons avec des petites équipes de livraison. Donc, ils passent dans des petites salles. Quand j'ai une première livraison pour un nouveau client, en général, c'est des grandes livraisons parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient. Et celles-là, elles sont en général pas en fin d'année. Donc, en observant l'activité et en ayant des analyses plus fines de données, on arrive à venir objectiver le besoin. Donc, à raconter un peu ce qu'on a dit, c'est donner des éléments qui permettent à la fois d'améliorer la performance du système conçu, donc des salles de livraison, mais aussi avoir des éléments qui participent à la performance du groupe de concepteurs, puisque là, pour le coup, au niveau de la maîtrise d'ouvrage, il n'y a eu aucun problème à valider le réel besoin. Je vais prendre un deuxième exemple pour montrer comment on élargit du projet bâtiment qui est conçu vers le reste. Moi, ce que je ne sais pas faire, c'est m'arrêter dans un périmètre donné. Donc, pour que ça participe à la performance globale, ben, je repositionne
l'activité observée, le périmètre du bâtiment dans le process global. J'imagine que cette livraison contractuelle, elle ne se suffit pas, elle interagit avec d'autres. Donc, comment je le repositionne dans le process plus global? Donc, on était sur la signature contractuelle. Alors, les termes, je ne vais pas les traduire, mais on arrive à la signature contractuelle avec un transfert de titre. Ça, c'est ce on va abriter entre autres dans le nouveau bâtiment, mais cette signature contractuelle, elle intervient dans un process avec avant une réception technique, avec un démarrage de la réception technique juste à une validation en disant il est réceptionné techniquement. Là, c'est un bâtiment qui existe, ce process. Et ensuite, je prépare au départ du produit qui va transiter depuis le client, depuis l'industriel, chez le client. Et ce qu'on a observé, c'est que l'équipe de contrat qui était sur la signature contractuelle, elle, on l'avait dimensionnée dans les bureaux, mais l'équipe technique de la réception technique, une fois que la réception technique est prononcée, eh bien, occupait l'espace qu'elle avait dans l'autre bâtiment jusqu'au départ du produit. Ce temps-là, entre le moment où j'ai fini mon travail et où je m'en vais du site, quand on analyse des données graphiquement, pardon, je vais finir sur le delta entre ce qu'on a vu entre ce qui s'appelle le TOT et FF, et bien on s'aperçoit que 200 jours par an, alors c'est cumulé, mais on a des équipes de réception technique qui bloquent le démarrage d'un nouveau processus parce qu'elles sont finalement contraintes de rester là. Donc, quand on explique ça à un industriel, j'ai dit, mais ce n'est pas possible, en fait. Ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que j'ai des gens qui restent à un endroit, qui ne bossent plus, mais qui m'empêchent de continuer autre chose. Oui, c'est ça. Donc, quelque part, puisqu'on était à proximité géographique de ce bâtiment existant, on a, de manière très naturelle, intégré une nouvelle fonction dans le programme, alors que ce n'était pas prévu initialement, pour venir finalement accueillir ces équipes dès qu'elles avaient fini la réception technique, parce qu'on peut les accueillir d'une manière différente, dans un endroit qui leur permet en plus de travailler autrement que pour une réception technique, et en donnant l'opportunité à l'industriel de récupérer plus rapidement des jours de production comme donc c'est quelque part de l'argent. Voilà. Donc, comment on intègre dans un programme architectural en élargissant et en ne restant pas que sur le périmètre du bâtiment pour pouvoir participer finalement à la performance globale du processus. Ce n'est pas une conclusion parce qu'il n'y a pas de conclusion, c'était rapidement une synthèse. On vient de voir là au travers de deux exemples qu'avec une approche centrée travail et usage, ce qui est notre cœur de métier, l'ergonome donc en assistance à maîtrise d'ouvrage, donc en programmation architecturale, participe à la performance sur les deux niveaux, l'objet conçu, ce qu'on attend, mais plus largement, c'est-à-dire que ce n'est pas que le bâtiment, mais on va aller chercher un peu du process au-delà du simple bâtiment, ou au moins du périmètre géographiquement délimité par le bâtiment. Et on va aussi participer à la performance du travail des concepteurs. Alors, de la maîtrise d'ouvrage, c'est ce qu'on a montré là dans l'exemple. Et forcément, qu'un programme bien défini, validé, va être transmis à une maîtrise d'œuvre. Et l'échange entre les deux va être beaucoup plus simplifié parce que le maître d'ouvrage sait ce qu'il veut et le maître d'œuvre peut travailler de suite. Classiquement, ce qu'on voit, c'est qu'on ne refait pas 1 ou 2 ou 3 avant-projets quand on a bien spécifié le besoin en amont. Je crois que j'ai tenu les 30 minutes. Donc, je vais pouvoir arrêter de présenter pour passer la main à Corinne. Très bien, Monsieur Falguerat. Merci beaucoup pour votre intervention donc centrée sur l'apport de l'ergonomie essentiellement dans les projets architecturaux, donc toujours à visée de performance, préservation du couple santé-performance. Donc, je vous propose désormais de passer la parole à Madame Argenty, Corinne Argenty, pour l'intervention centrée sur les open space. Dernière précision juste avant, n'hésitez pas, donc pour les retardataires qui auraient manqué par hasard le propos introductif, à rapporter des questions. Vous avez un onglet en bas, Q&R, qui est vraiment alloué à cet effet. Donc, n'hésitez pas à poster vos questions et on y répondra dans le dernier temps de ce webinaire. La parole est donc désormais à Madame Argenty. Bonjour à tous, ou bonsoir peut-être plutôt. Je vais partager moi aussi l'écran. Je vais essayer de retrouver ce qu'il faut. Voilà. Donc moi j'interviens toujours sur le format d'une demi-heure, donc sur ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment. La question qui m'a été posée, qu'est-ce qui se passe dans les open space et en quoi l'ergonome peut travailler la performance dans les open space. Donc vous voyez sur ma page de garde, un des plus beaux bureaux qu'il soit, bien évidemment, c'est un petit peu le saint graal du bureau.
Donc, on va voir que ça a son importance, hein, l'endroit où l'on travaille, la place que l'on occupe dans l'entreprise. Eh bien, c'est important pour les personnes. Donc, il y a un côté ergonomie, mais il va y avoir aussi un côté, on va dire, psychologisant, hein, sur la place que l'on occupe, là où on travaille et de quoi est fait notre situation de travail. Alors, je vais essayer de tourner la page. Voilà. Donc, pour me présenter rapidement, Corinne Argenti, société Artemes, que j'ai créée cette année, hein, donc elle est vraiment toute neuve. J'ai eu plusieurs vies au travail, j'ai fait pas mal de petites choses différentes. Donc, ce qui fait de moi aujourd'hui un ergonome assez complet, on va dire, ou trivialement, je pourrais dire un vieil ergonome. Je suis psychologue en sciences cognitives, je suis ergonome, je suis médiateur depuis pas très longtemps. J'ai travaillé sur des bâtiments complexes. Donc, Julien vous parlait tout à l'heure de la maîtrise d'ouvrage. Moi, j'interviens davantage sur le volet maîtrise d'œuvre. J'ai travaillé aussi sur de la conception d'outillage. J'ai été expert auprès des CHSCT. Aujourd'hui, je suis davantage expert auprès des CSE sur le volet santé, sécurité, conditions de travail. Je suis sur la région, quelqu'un qui est assez connu sur tout ce qui est risque psychosocial. Et puis, j'interviens sur ce que moi j'appelle réparation des systèmes de travail. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on a une crise psychosociale au travail, eh bien, il faut réparer la situation de travail. Donc, on va démarrer par un peu d'histoire. L'open space, c'est un terme anglo-saxon, ça n'existait pas trop en France. Ça apparaît un petit peu après-guerre aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, où il faut réunir un grand nombre de travailleurs du tertiaire sur des plateformes. Donc, à l'époque, vous imaginez des flottaisons de secrétaires avec des machines à écrire, les unes à côté des autres. Vous avez vu ça au cinéma, voilà. En France, ça marche pas très bien. C'est quelque chose qui est très rejeté. C'est peut-être lié à la culture d'où cela vient, hein, que les salariés français ne l'acceptent pas. On tolère des bureaux à 2, des bureaux à 3, voire des fois à 4. C'est déjà un open space en France. Ça arrive plus massivement en France dans les années 2000, très laborieusement car très rejeté. C'est accepté dans les boîtes lorsqu'il y a un déménagement qui est plus ou moins en vue, lorsqu'on commence à n'avoir plus de place, à être un peu les uns sur les autres. Donc, on se dit, bon, on accepte d'être nombreux dans un bureau parce qu'il faut caser les gens avant le déménagement. C'est associé de façon plus ou moins claire à des mauvaises conditions de travail. Ce qui n'a rien arrangé, c'est la crise à France Télécom, où effectivement, c'était un petit peu une façade à France Télécom, on travaillait en open space. Et effectivement, avec cette crise psychosociale dramatique, les images qu'on nous montrait à la télévision, eh bien, c'était des gens sur des open space qui étaient en souffrance. Donc, c'est assez mal passé. Ça n'a pas fait une bonne pub à ce type de dimension au travail. Alors, c'est une mode, on peut dire que ça a été une mode en France, ça nous a traversé. Donc, les employeurs ont voulu le mettre en place dans leur structure. Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était mauvais? J'ose vous dire, on ne s'est pas trop posé la question, mais comme tout le monde le fait, on le fait nous aussi, hein. Et les clients des sociétés voient d'un œil plutôt approbateur des situations de travail modernes, avec du joli mobilier et en open space, c'est-à-dire sur des zones de travail qui ont une jolie apparence. Vous trouverez dans certaines entreprises qui font du conseil à grande échelle ou de la conception, des bureaux vitrines, c'est-à-dire ce sont les bureaux, les zones de travail que l'on fait visiter aux clients. Quelques définitions. Alors, on mélange un petit peu tout lorsque l'on parle d'open space. Quand on entre dans une entreprise sur un projet d'open space ou sur quelque chose qui ne va pas dans un open space, on sent bien que dans les discours, tout est mélangé. Donc, le mot open space est un mot anglo-saxon. On le traduira en français par espace ouvert. Bon, ça ne veut rien dire chez nous. Nous, on dira plutôt espace partagé entre plusieurs personnes. Ça fait beaucoup de mots. Pour 2 mots anglo-saxons, ils sont plus rapides que nous. On trouve le mot coworking. Là, c'est extrêmement à la mode en ce moment. On va dans l'open space pour être en coworking. Ben non, l'open space c'est une chose, le coworking c'en est une autre. Coworking, ça serait travailler ensemble. Un coworker, ça serait quoi? Un collaborateur, un coopérant. Bon, c'est un terme un petit peu abusif et on se cache derrière ce terme-là pour mettre en place des open space. Donc, un espace de coworking, ça serait pour moi un espace de coopération.
Donc, il ne s'agit plus d'open space, hein, il ne s'agit plus de la façon dont est organisé l'espace de travail, mais bien de comment on travaille ensemble. Pour moi, ce n'est pas du tout la même question à vous imaginer tout de suite. On trouve aussi des gens qui travaillent en desk sharing. Bah non, desk sharing, c'est la terminologie pour partager son bureau, c'est-à-dire le meuble, le bureau, la planche de travail avec le siège. Quand on fait du desk sharing, ça veut dire que aujourd'hui c'est moi qui m'y mets, demain ça sera quelqu'un d'autre. Clean desk, ben évidemment, si demain c'est quelqu'un d'autre qui occupe mon bureau, ben, il faut que je le range avant de partir, parce qu'effectivement, mon petit cactus, c'est la photo de mes enfants. Le collègue qui va occuper le bureau, il va mettre les siens à la place. Et dernière petite terminologie très en vogue aujourd'hui, parce que là, c'est vraiment celle qui monte aujourd'hui, tout ce qui va être flex office. Donc, le flex office, c'est une façon d'organiser le travail. Et effectivement, cette façon d'organiser le travail va avoir une influence directe sur l'organisation spatiale du travail. Ça marche ensemble. Le flex office fonctionne très, très bien avec le travail en régie, par exemple, les travailleurs nomades, le télétravail. Donc, cette petite mise au point de vocabulaire faite, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc, il y a des idées sur l'open space qui sont faciles et souvent, hélas, fausses. Par exemple, on entend, ben oui, c'est bien de l'open space parce qu'on est ensemble, on peut se parler, on peut échanger plus directement. Ça, c'est lorsque, par exemple, on installait une zone de travail pour des téléopérateurs. C'est pas tout à fait vrai parce que quand on est téléopérateur, il y a des moments où on peut se parler et puis il y a des moments où on va être gêné par les gens qui parlent. On est tous sur le même plateau, on peut s'entraider. Pas vraiment en fait. On trouve sur un site d'installation de coworking, aux antipodes de l'impersonnel, mais pourtant très individuel, l'open space, le flex office, prône la mise en commun des biens. Donc on a comme ça des idées qui peuvent circuler sur les open space pour inciter les entreprises à fonctionner de cette façon-là. On a toute une industrie quand même et tout un commerce autour de l'open space qui est très présent et qui ne va pas dans le sens, on va dire, de l'installation correcte des salariés ou de l'idée du bien travailler ensemble ou de bonnes conditions de travail. Alors justement, quelles conditions de travail? Alors on va passer en revue rapidement toutes les gênes que l'on peut trouver sur un open space. Parce qu'effectivement, on peut être appelé sur un open space pour plein de raisons, parfois assez triviales aussi. Alors, la première des gênes, c'est la gêne acoustique. Le bruit sur un plateau de travail peut être gênant. Alors, il n'est pas forcément gênant au début de la journée ou au début d'une mise en place d'open space. Il peut être gênant petit à petit, à la longue. Et à vrai dire, les problématiques acoustiques, elles vont venir être surenchéries par d'autres problématiques ou d'autres gênes. Pour moi, une des plus grandes gênes sur l'open space, ça va être les gênes visuelles en vérité. Parce que toutes les zones ne se valent pas sur un plateau. Et effectivement, quand on imagine un bâtiment où tout un étage est ouvert, eh bien, il va y avoir des zones plus ou moins prisées par les salariés. On a carrément des salariés qui vont arriver sur la zone de travail à 6h30 ou 7h du matin pour choisir la bonne place. D'autres peuvent avoir peu de lumière naturelle. En sachant que la lumière naturelle, ça a été un gros débat dans l'ancien temps et que ce débat a disparu. L'éclairage naturel est très important pour l'être humain. Pouvoir y voir loin, pouvoir reposer ses yeux, ça reste quand même très, très intéressant dans la situation de travail. Et une des gênes qui n'est jamais remontée, qui n'est pas perçue directement, mais qui peut représenter une véritable agression au travail, c'est tout ce qui se passe sur le plateau physiquement. Les gens qui bougent, qui se déplacent, peuvent venir perturber l'activité de travail. Quelqu'un qui a besoin de se concentrer va être systématiquement dérangé, par exemple, par un flux de collègues, par exemple sur le côté droit, et systématiquement, son attention va être mise en difficulté. Une gêne très triviale, c'est les problématiques olfactives. Dans ces bâtiments modernes où les fenêtres ne s'ouvrent pas, effectivement, il peut y avoir une difficulté avec un collègue qui ne sent pas la rose. Ça peut devenir une vraie problématique. C'est très trivial, ça arrive relativement souvent. La qualité de l'air. Alors aujourd'hui, c'est le principal, pour moi aussi, un des principales gênes. On a des malaises dans les open space sur la qualité de l'air. Dans toutes les installations, dans les petites bulles, vous avez une image sur le support. Donc, effectivement, on installe des petites bulles parce que finalement, dans les open space, on ne peut pas téléphoner.
Quand on téléphone, on va faire du bruit, on va gêner les autres. Donc, on va installer des petites bulles, des petites zones pour que les gens puissent aller téléphoner tranquillement. Ben, ces bulles, souvent, ne sont pas très bien aérées. La qualité de l'air y est mauvaise. On peut avoir des gens qui s'y sentent mal et qui tombent dans les pommes tout simplement, qui ont des maux de tête. Dernière gêne très particulière, tout ce qui va être la pollution aux ondes électromagnétiques. J'en parle parce qu'effectivement, c'est un thème des questions qu'on nous pose lorsqu'on intervient sur ce type de bâtiment, sur tout ce qui est flex office, puisqu'aujourd'hui, on a la téléphonie mobile, on a le Wi-Fi, tout passe par onde. Donc, effectivement, on voit apparaître des pathologies un peu étranges, l'électrosensibilité. Et effectivement, c'est une préoccupation. Nous ne savons pas vraiment s'il y a une vraie cause entre la pollution électromagnétique et puis la pathologie de l'électrosensibilité. On a des co-occurrences, on n'a pas de lien direct qui a été établi, mais il faut quand même s'en occuper. Il faut respecter un principe de précaution sur ces ondes. Bien évidemment, lorsque vous êtes travailleur sur un open space ou n'importe où et que vous êtes sans arrêt au téléphone, on va continuer à préconiser le filaire plutôt que l'onde, tant que nous ne savons pas s'il y a un lien de cause à effet entre les deux. Bien évidemment, on installe des open space, on installe du flex office et Julien vous l'a très bien dit tout à l'heure, on ne se pose pas toujours des vraies questions en termes de programmation de bâtiment et notamment sur qu'est-ce qui se passe dans le travail. On ne se pose pas toujours les questions très précises. On peut voir notamment comme ça sur une activité que l'on voulait déménager sur un flex office, donc des gens qui n'ont plus de bureau attitré, il n'y a plus d'armoire, il n'y a plus rien. Et lorsque l'ergonome visite la situation de travail, on se rend compte qu'il y a des piles de papier par terre, qu'il y a des tas de choses à imprimer, qu'il y a encore du fax. Et oui, il y a encore du fax, notamment avec certaines administrations où on fonctionne encore avec le fax. Et on a besoin d'imprimer, sortir du papier, le rescanner, voilà, de la paperasse. Donc là, effectivement, on a des situations de travail qui vont très mal vivre un flex office, qui d'ailleurs ne pourront pas passer en flex office. Là, l'ergonome a été sur ce bâtiment extrêmement utile pour faire la part des choses entre les situations de travail qui peuvent se retrouver en flex office et celles qui vont être carrément handicapées en flex office. Si l'ergonome n'était pas intervenu sur ce bâtiment, il y aurait eu quelques petites problématiques à l'installation. Les gènes que l'on vient de voir peuvent toutes être surmontés à un moment donné, par du technique, parce qu'on a aujourd'hui des solutions techniques vraiment fabuleuses, par de l'installation, par de la réflexion. On trouvera malgré tout, de ci, de là, des salariés qui ne veulent pas être vus au travail. Cette problématique, elle reste entière avec des salariés qui peuvent être un peu particuliers. Je vous rappelle qu'en France, tout le monde a le droit de travailler, y compris les personnes qui présentent un handicap, qu'il soit physique ou mental. Donc, on peut avoir des personnes qui vont se révéler tout à fait en difficulté dans des situations comme ça et qui vont être mis dans une situation handicapante. Et effectivement, pour nous, le mode de gestion des salariés doit s'adapter. C'est pour moi la principale problématique. Parallèlement à ces installations en open space, à la mise en place aujourd'hui de ces bâtiments flex office, puisqu'on a des nouvelles façons de travailler aujourd'hui, on a des modes de management qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Et là, je le dis carrément, pas forcément dans la bonne direction. La problématique de l'installation physique des salariés va être masquée et va masquer la problématique très grandissante aujourd'hui de la maltraitance managériale. Donc, on va jeter la pierre à l'open space, au desk sharing, au coworking, à tous ces termes anglo-saxons. On va leur jeter la pierre. Ils vont vraiment stigmatiser quelque chose d'autre qu'il se passe dans les situations de travail. Et effectivement, on a davantage de difficultés psychosociales dans les situations de travail que de véritables difficultés d'installation physique. L'organisation physique et psychique du travail aujourd'hui peut devenir pour des salariés vraiment des situations de très grande souffrance. L'installation physique du salarié masque la plupart du temps tout un tas de problématiques qu'il y a autour de la gestion managériale des salariés.
Alors, pourquoi les gens souffrent-ils? Alors, qu'ils soient en open space, en flex office ou autre, hein, il n'est pas nécessaire d'être en open space ou en flex office pour souffrir au travail. Le lieu de travail, vous le savez tous, c'est l'endroit où on passe le plus clair de son temps. Bien plus qu'à la maison, bien plus que nulle part ailleurs dans l'univers. Donc, on se rend sur son lieu de travail. Donc, effectivement, le lieu de travail, c'est quand même un endroit où on va être exposé à différents risques. Et effectivement, plus le lieu de travail est ouvert, plus on est exposé aux autres au travail. Si on a un petit bureau avec 2 collègues, on est exposé à ces 2 collègues, le chef étant un petit peu plus loin peut-être, dans son bureau à lui. Si on est sur un plateau où on est 50, eh bien, on va être exposé à ces 50 collègues. Donc là, il y a de tout dans la situation de travail. Vous en avez largement entendu parler. Vous avez des pervers narcissiques, des pervers tout court. Vous avez tous les ambitieux, les ambitieuses qui ont les dents jusque-là et qui vont essayer de vous mordre pour arriver au palier supérieur. Qui grandit énormément avec la maltraitance managériale, ça va avec tout ce qui est dénonciation au travail. Avoir une promotion aujourd'hui, ça passe par de la dénonciation. Et vous avez la plupart du temps des responsables d'équipes ou de secteurs qui sont extrêmement craintifs et peu courageux et qui donc vont s'outiller de toutes ces mauvaises choses que l'on peut trouver dans le travail pour tout simplement garder leur poste. Donc le petit bureau nous protégeait de tout cela encore. Dans un petit collectif de travail de 3, de 4, voire d'un peu plus, on arrivait à retrouver un équilibre. Sur un grand plateau, encore plus en flex office, on peut se retrouver demain avec n'importe qui sur le plateau. Donc ce petit schéma un petit peu pour remettre les choses en place et surtout pour, vous voyez, je fais apparaître le télétravail parce que effectivement, nous avons vécu cette étrange période de confinement et puis nous allons vivre encore cette suite de confinement pour vous situer un petit peu où se situent les choses. Donc, vous voyez que l'organisation en flex office, elle vient compiler tout un tas de choses. Elle vient compiler tout ce que l'on connaît, tout ce que l'on a vu, donc tout ce qui est élément autour du coworking, desk sharing, clean desk, le vieil open space, puisque c'est une vieille idée maintenant qui rentre dans cette idée neuve qui est le flex office, et le télétravail qui est finalement parfois le déclencheur de la mise en place du flex office, ou parfois la conséquence. Alors, on va parler un petit peu de la performance. Julien vous le disait, il vous a donné des définitions de la performance, voire de la performance globale. Pour nous, c'est un terme compliqué. La performance, c'est souvent un rapport dans l'entreprise entre le temps passé à effectuer une tâche et le résultat de cette tâche. Donc, effectivement, rechercher la performance, c'est bien évidemment tenter de faire en sorte que le travail soit qu'il ait davantage de valeur ajoutée. La performance globale dans une entreprise, c'est lorsque l'on prend tous les indicateurs de l'entreprise pour voir si à chaque fois, on a bien une valeur ajoutée ou au moins une valeur neutre. Donc ici, sur les espaces de travail, on s'en était peu occupé jusque dans les années 90, on va se dire finalement, dans des zones urbaines où le mètre carré est excessivement cher, on va aller vers des solutions plus globales où on dit, on va peut-être faire quelques économies financières sur les surfaces de travail. Donc l'idée au départ, c'est bien de réduire les surfaces de travail. Donc ça, l'open space le permettait parce qu'effectivement, au lieu de concevoir des espaces de travail où on a une succession de petits bureaux avec le couloir au milieu, on se retrouve avec, il y a toujours des espaces de circulation, mais il n'y a plus de cloison, donc on peut vraiment empiler des espaces de travail les uns à côté des autres et on gagne énormément d'espace. Certains spécialistes évaluent à environ 25% des mètres carrés, ce qui est monstrueux, ce qui est énorme en termes d'économie dans l'entreprise. Dans la vraie vie, bien sûr, ce n'est pas ce qui se passe, puisqu'effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, si vous y mettez un ergonome, lui, il va vite se rendre compte qu'il y a des activités qui ne vont pas très bien fonctionner avec le flex office, et donc on va de nouveau devoir mettre en place des mètres carrés pour pouvoir travailler certaines exigences. On va se rendre compte qu'on se gêne beaucoup, donc on va devoir installer des petites zones de travail pour faire des petites réunions, pour faire des réunions plus grandes, pour aller téléphoner. Et finalement, on a de la multiplication d'espaces de réunion. Donc, on va avoir des grands espaces où on va avoir du bureau et puis des espaces qui peuvent être jolis, qui peuvent être bien aménagés pour s'isoler, pour se retrouver entre collègues, etc. Donc, au final, l'espace gagné au départ est reperdu et même davantage perdu finalement, puisqu'on a besoin de toutes ces petites zones en plus. Alors, il faut savoir aussi que toutes ces petites installations, de petites zones de réunion, etc., nécessitent beaucoup de techniques.
quand on installe ces zones, il faut penser à l'acoustique, il faut penser à l'isolation, il faut penser à bien les aérer et à bien amener de l'air neuf. Donc, ça coûte beaucoup en technique. Alors, le salarié, lui, va accepter de son entreprise d'être sur un open space, d'être sur du flex office, de plus avoir son bureau à lui, il ne voudra pas perdre son emploi et il va essayer de retrouver des contreparties au manque de confort qu'il va trouver forcément. Donc, le télétravail, et longtemps le télétravail gris pour les entreprises où il y a des nomades, a été une contrepartie, on va dire, illégale, illicite. On n'en parlait pas trop. On a accepté d'être sur le flex office parce qu'on savait qu'il y avait des jours où on pouvait rester à la maison avec son ordinateur portable. Le mode de management, demain, va aussi devenir une contrepartie. Ce mode autoritaire dont je parlais, qui s'est installé depuis les années 70 au niveau management, explose aujourd'hui, puisque les questions qui me sont posées, par exemple, pendant le confinement, ce sont des salariés qui ne veulent pas revenir au travail parce qu'ils ont été en télétravail pendant 2 mois, ils se sont reposés de la maltraitance managériale et aujourd'hui, ils ne savent pas comment revenir au travail. Donc, ça pose quand même des problématiques assez importantes en sachant, moi, je n'ai pas envie de revenir au travail parce que je n'ai pas envie de revivre cette maltraitance. Donc, ça serait intéressant de revoir ces modes de fonctionnement hiérarchiques, ces modes de gouvernance dans l'entreprise pour fidéliser finalement les salariés. Donc, demain, installer du flex office, installer de l'open space, c'est pas tant installer physiquement un open space, ça, un ergonome vous le fera très très bien d'ailleurs, mais l'ergonome va venir aussi poser des questions sur mais comment sont gérés les salariés, comment ils sont managés, comment ça se passe. Et effectivement, on va aller sur des dimensions nouvelles au travail. L'ergonome va parfois intervenir avec un psychologue du travail, voire avec un sociologue pour faire son travail correctement. Donc, je dirais un petit peu en conclusion que ce n'est pas vraiment l'open space qui est nocif, c'est l'idée qui est très répandue. Ce n'est pas tellement l'open space qui est nocif, mais c'est plutôt le management qui va être opéré sur les open space et la gouvernance de l'entreprise qui finira par faire mal aux travailleurs. Donc, les équipes en conception sur ces types de solutions d'installation de salariés vont venir, moi je mets en place des équipes avec ergonomes, psychologues du travail, parfois sociologues du travail, pour venir vraiment discuter autour de comment vous souhaitez travailler, comment les salariés vont venir dans le bâtiment. Alors, comment on fait avec ce virus? Oui, ça a dû être assez étonnant avec ce virus. Donc, bien évidemment, la loi d'urgence est prorogée. Donc, la première stupeur, ça a été cette loi d'urgence avec l'ordonnance d'aller travailler à la maison, de prendre son ordi portable ou d'en trouver un quelque part et puis d'aller bosser à la maison comme on pouvait. Ça a été un petit peu l'urgence. Et effectivement, sur des sociétés en flex office, tout le monde a son ordi portable, tout le monde a son petit sac à dos avec son matériel dedans, donc peut travailler chez lui. Vous irez voir le bâtiment Unicity, qui est un bâtiment récent, qui est un bâtiment en flex office et qui a mis en ligne tout son bâtiment. On peut le visiter en ligne et c'est assez intéressant d'aller voir comment ça fonctionne, ce qu'ils en disent, parce qu'effectivement, on peut se rendre compte en visitant ce bâtiment qu'il y a dû y avoir quelques petits coincements ici ou là pour réintégrer le bâtiment. Donc, quelques scénarios un peu compliqués. Comment on prend les ascenseurs si c'est un bâtiment haut, donc il y a beaucoup d'ascenseurs, il est très desservi, imaginez les tours de la Défense. Donc, comment on séquence l'arrivée ou le départ, en tout cas les flux de salariés dans ces ascenseurs, en sachant qu'il faut aussi prendre l'ascenseur pour aller fumer sa cigarette, pour aller prendre un café, pour aller au restaurant. D'ailleurs, la cantine, comment on fait? On se retrouve avec des cantines minimum 2 fois en dessous de leur capacité usuelle. Est-ce qu'on allonge les horaires de prise des repas? Le port du masque obligatoire, où ça? Dans toutes les circulations, mais où encore? Les salles de réunion, donc je vous l'avais dit, comment c'est fichu, les flex office, les salles des réunions sont toutes 2 fois en dessous de leur capacité, puisqu'il faut minimum 1 mètre entre les personnes. Les mobiliers, si on est en desk sharing, ça veut dire que les mobiliers doivent être nettoyés tous les soirs. Et les fameuses bulles d'isolement pour aller téléphoner ou autre,
ne peuvent plus être utilisés, sinon entre chaque coup de téléphone, il devrait y avoir un nettoyage. Donc, ça a dû être extrêmement compliqué. Est-ce qu'on peut anticiper une chute de la performance? Ben sûrement, parce qu'effectivement, ça a dû être compliqué d'aménager le bâtiment. Mais effectivement, il y a aussi des possibilités pour étudier des scénarios avec des professionnels pour utiliser ces bâtiments le mieux possible avec une partie des salariés qui restent en télétravail et une autre partie qui peuvent réintégrer le bâtiment. Donc ça, les ergonomes sont tout à fait en capacité de faire ces travaux-là puisque les ergonomes peuvent anticiper les fonctionnements nominaux et donc les fonctionnements dégradés d'un bâtiment. Ce qui est compliqué pour nous, c'est qu'une crise comme celle-là, elle est arrivée d'un coup. Nous, on ne pouvait pas aller travailler. Hein. Plus question d'aller, nous aussi, nous, on était confinés, pas question d'aller travailler. Et puis, la crise, ce n'est pas franchement notre tasse de thé. L'ergonomie est un mode de fonctionnement, un travail dans l'anticipation. Donc, c'est difficile pour nous de nous retrouver dans une situation en crise, de traiter dans la crise. Ce n'est pas facile. Toutefois, nous avons une rationalité professionnelle et nous avons l'habitude de travailler dans des milieux très diversifiés. Donc, nous pouvons, nous aussi, nous sommes des colporteurs aussi de solutions. Nous sommes a priori et a fortiori des préventeurs. Donc, effectivement, dans une crise comme celle-là, c'est en tant que préventeur que l'ergonome peut être utile. Vous avez peut-être lu l'article où M. Seleghela dit que le Covid-19 a tué l'open space. Non, je ne pense pas que ça soit le cas. Je pense que c'est une nouvelle façon de travailler. Demain, si nous arrivons à bien négocier ce virage-là avec le télétravail, je pense que ça peut être une façon intéressante de travailler pour les gens. Maintenant, il faut qu'il y ait de la négociation et de la participativité. C'est pour ça qu'il faut refonder le travail. Refonder le travail, là, les ergonomes sont vraiment le métier intéressant. Nous avons toute notre place pour construire des équipes avec des psychologues du travail, des sociologues, pour aider à repenser le travail, pour aider à repenser la place du collectif dans le travail, dans ces étranges collectifs physiquement nouveaux, la place de la décision collective, le fameux participatif, comment est-ce qu'on décide collectivement, comment est-ce qu'on met en place de l'intelligence collective. Et l'ergonome, l'ergonome va évoluer aussi pour aider à tout ça vers peut-être un ergonome 4.0. J'en ai terminé. Je suis quasiment dans les temps, un petit peu en retard. Je suis désolée. Merci à vous, Corinne Argenty, pour cette présentation. Merci beaucoup. Donc, on a pu voir à travers ces deux exposés, si je puis dire, le lien entre ergonomie, prévention, performance et la santé au travail, qui était vraiment un sujet prégnant sur ces deux présentations. Donc, comme annoncé au départ du webinaire, on a donc recensé l'ensemble des questions afférentes tout au long des deux présentations. Et je vais donc désormais laisser la parole à Séraphin Duroux, qui a donc organisé ce moment désormais qui nous attend de questions-réponses en direct avec cet intervenant. Séraphin, tu as la parole. Alors oui, j'attends juste pour démarrer ma vidéo. Hop. Voilà, le temps qu'on démarre tous nos vidéos pour pouvoir répondre aux questions. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer. Donc première pour Monsieur Falguera, pour revenir sur la place de l'ergonome dans un projet architectural, notamment lors de la maîtrise d'ouvrage, son intervention est-elle acceptée de tous au même titre, par exemple, qu'un architecte?
Alors, l'accepter de tous, c'est toujours difficile parce que si personne n'a jamais été confronté à ce qu'est un ergonome dans la pratique, même dans l'industrie malheureusement, on a souvent encore l'image de l'ergonome qui vient juste pour vendre une chaise ergonomique. Donc ça, il faut qu'on arrive à faire évoluer cette représentation-là. Une fois que l'on intervient dans une entreprise et que les gens finalement comprennent que ce n'est pas ça, et qu'on est bien des intervenants en capacité de venir analyser de l'activité de travail, de donner les moyens finalement d'objectiver certaines choses qui permettent une discussion beaucoup plus constructive que uniquement basée sur des représentations ou des croyances ou autre chose. Donc une fois qu'on a ça, on est effectivement bien intégré. Alors, pour être très clair, aujourd'hui, nos meilleurs commerciaux pour nous positionner en assistance à maîtrise d'ouvrage en programmation, ce sont les architectes. Parce qu'en fait, un architecte, il a vite compris que quand il y avait un ergo en assistance à maîtrise d'ouvrage et que le programme était mieux construit, pas le document, mais la démarche de programmation était mieux construite sur des choses objectivées, en gros, il faisait une fois son avant-projet sommaire et une fois son avant-projet définitif. Donc lui, c'est une facilité de travail et une économie, puisqu'il n'est pas juste content qu'on soit là pour que ce soit plus sympa, mais aussi il a une notion d'économie. Alors que malheureusement, souvent, ils refont 2 fois, 3 fois un avant-projet sommaire parce que le besoin, quelque part, se précise au travers des solutions proposées, et l'architecte ne le fait pas payer 3 fois. Donc ça, c'est une première chose. Et pour avoir travaillé dans l'économie de la fonctionnalité, on essaye d'aller un peu plus loin dans la co-conception, co-construction de la performance. On nous avait demandé d'aller questionner des maîtres d'ouvrage avec qui on avait travaillé pour essayer de faire un peu révéler qu'est-ce qu'ils avaient compris de ce que l'on faisait. Et c'était très intéressant d'avoir des discussions avec des maîtres d'ouvrage qui me disaient ah ben oui, en fait, maintenant que tu me poses la question, quand vous êtes là, c'est vrai qu'on n'a pas de souci avec les groupes de concepteurs. En gros, il y a une bonne ambiance au travail, mais la bonne ambiance, ce n'est pas juste parce que les mecs sont sympas. C'est parce qu'il y a du sens dans ce qu'ils font et chacun sait ce qu'il fait. Donc, il peut y avoir des tensions dans le travail, c'est normal, on peut se friter, mais on se frite de manière objective. Ce n'est pas uniquement parce que l'autre m'emmerde, parce qu'il n'a pas compris ce que je faisais, parce que, comme disait Corinne, il va jouer plutôt la stratégie de son métier par rapport à un autre. Non, on dépasse ces questions-là. C'est-à-dire qu'on est centré sur un modèle de conception, enfin, un modèle partagé du travail, donc un outil un peu transverse commun, et ça permet d'améliorer ces choses-là. Donc, une fois qu'on est positionné comme ça, il n'y a aucun souci, on est très légitimé et on est surtout rappelé, quoi. Merci. Du coup, on va intervertir un peu entre les deux intervenants pour les questions. Nous avons une question de Suzel qui n'avait pas compris la notion de travail en régie. Si vous pouvez revenir dessus, Madame Argentine. Oui, alors le travail en régie, on a certaines entreprises qui sont en projet pour d'autres entreprises. Donc soit des entreprises sous-traitantes ou des entreprises qui ont conventionné avec des clients. Et effectivement, c'est du travail intellectuel que l'on fait pour d'autres. Donc ça va être du travail en régie. Vous avez comme ça un grand groupe qui fait de l'informatique et certains salariés peuvent être sur le site du client. Vous pouvez avoir des plateaux de 4, 5, 20 personnes hébergées chez le client. Donc ça, c'est du travail en régie. Ça signifie que les salariés ne sont plus installés physiquement dans l'entreprise mère, mais sont déportés chez le client. Alors ensuite, une question qui vient de Rémi. Pour un projet architectural, l'ergonome intervient-il le plus souvent en début ou en cours de projet? On intervient toujours trop tard. Alors, avec l'expérience, c'est quand on intervient chez des clients, on arrive petit à petit à remonter, mais c'est vrai qu'on intervient toujours trop tard. C'est-à-dire que la meilleure des positions, c'est d'arriver même avant qu'ils aient l'idée de faire un bâtiment. Si on essaye de suite, c'est-à-dire, j'ai un projet, oui, il va y avoir peut-être un bâtiment, donc un programme architectural à faire, mais l'intérêt, c'est de venir se repositionner avant sur peut-être que le bâtiment n'en a pas besoin, je caricature à peine, hein, mais on peut s'apercevoir que en retravaillant un projet organisationnel, en retravaillant un projet sur des méthodes de travail ou autres, on peut peut-être re-questionner la conception de bâtiment. Donc, on intervient toujours trop tard. Ça, c'est juste un constat, parce qu'on ne sait pas non plus pourquoi on intervient.
Après, si on arrive déjà dès les programmes, c'est bien. Là, l'exemple que je vous ai pris, je suis arrivé au niveau du programme. Il y avait une sorte de faisabilité qui avait été faite avant, sans rentrer dans les détails. Le projet tel qu'il était chiffré et le projet chiffré après que j'ai fait la démarche de pré-programme, c'était x4. Bon, ça a été complètement justifié et ça a été validé par le client. Le budget a fait x4, mais parce qu'il y avait des arguments derrière. Donc, c'est lui qui a décidé en se disant j'ai les éléments. Ça aurait été encore mieux d'arriver dès le premier coup pour éviter de faire un avant-projet qui. On y est arrivé, mais on n'y est pas arrivé facilement, parce qu'il y avait déjà un budget qui avait été validé en interne. Donc, il faut repasser en disant mais pourquoi c'était ça et maintenant c'est 4 fois plus. Donc, quelque part, il y a du temps qui a été perdu à venir négocier ou justifier des choses dont on n'aurait pas eu à faire si on était arrivé plus tôt. Ok. Ensuite, pour Madame Argenty, une question qui vient de Brian. Pour aménager un espace de travail collaboratif, quelle est la disposition optimale selon vous? Alors, un espace de travail collaboratif, c'est ce que les anglo-saxons appellent un espace de coworking. Donc, ça va signifier que vous avez, souvent on le voit dans les entreprises, sur les boîtes qui vont fonctionner en mode projet. Donc, par exemple, dans une entreprise qui fait du programme, vous avez une équipe de 10 qui va être constituée avec un chef de projet et 9 collègues pour écrire un morceau du programme. On va les installer dans une zone qui va être leur zone de travail, dans laquelle il va y avoir des positions de travail et des positions de briefing ou de débriefing. Ça peut être un espace collaboratif fermé, hein, voilà pour eux. L'intérêt pour eux est de ne pas être dérangés par l'extérieur, par exemple. De la même façon que n'importe quelle autre zone de travail, nous, en ergonomie, on va aller regarder de quoi ils ont besoin pour coopérer. Alors, on appelle ça un espace collaboratif. Moi qui suis psychologue, je vais appeler ça un espace coopératif, c'est-à-dire qu'on va attendre, en termes de performance, que les gens travaillent ensemble, coopèrent. Collaborer, c'est travailler à côté d'eux. Coopérer, c'est travailler avec. Donc, j'estime que peu me chaud, les chaises, les tables, ce que vous allez installer, pourvu qu'ils soient bien là, qu'ils aient négocié leur posture de travail, leur position de travail, et qu'ils puissent véritablement coopérer. On voit des équipes qui coopèrent très bien dans des zones de travail qui sont limite salubres, et puis des gens qui n'arrivent pas à coopérer dans des mobiliers absolument extraordinaires. Donc, le tout, pour que les gens coopèrent, il faut qu'ils soient, excusez-moi le terme, mais consentants à la coopération. D'accord. Donc, pour Monsieur Falgueret, comment faire pour rendre les espaces de travail qui préservent la santé et permettent des résultats productifs? J'ai pas eu tout à la question, Sacha. Je ne sais pas si je suis le seul. C'est possible, c'est possible. Donc, je la répète, comment faire au mieux pour rendre les espaces de travail qui préservent la santé et permettent des résultats productifs? C'est une bonne question. Déjà, peut-être en n'ayant pas d'approche trop dogmatique, puisque quand on fait un bâtiment, alors peut-être une organisation de type espace de bureau, où on est plutôt sur du second œuvre, on sait que c'est plus facilement modulable ou modulaire, ou on peut le faire évoluer. Un bâtiment, en général, la durée de vie, c'est 30-40 ans, voire plus. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas expliquer ce qui va se passer dans 40 ans sur un bâtiment où on a déjà parfois du mal à réellement projeter l'activité à plus de 6 mois, 1 an. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quelque part la démarche de programmation, elle intègre, et c'est la conduite de projet qu'on met en place, elle intègre le client dans cette compréhension-là de l'objet qui est conçu. Donc finalement, je le conçois pour une hypothèse de travail qui a été identifiée, il peut évoluer, et si les hypothèses évoluent au fur et à mesure, on les fait évoluer. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas de bâtiment ergonomique comme on pourrait penser qu'il y a une chaise ergonomique. Il y a un bâtiment qui va répondre à un usage qui a été imaginé dans un contexte. Si le contexte évolue, le bâtiment n'est plus adapté. Donc c'est toute la difficulté et l'enjeu par rapport à des clients qui voudraient faire le bâtiment classique. Alors,
Sur des espaces tertiaires, on peut très bien dire je veux un bâtiment pour 1000 postes de travail. Voilà, on peut se dire pendant 20 ans, j'ai adapté les 1000 postes. Peut-être que ça sera 800 si je fais du bureau fermé, peut-être que ça sera 1000 si je fais du bureau ouvert. Bon, sauf que quand je suis sur un process industriel où l'espace de la machine il ne peut pas être négocié à 10 cm, si je change de machine, c'est plus la même chose, quoi. Donc, je n'ai pas une réponse très claire, mais je pense voilà, que elle se joue au fur et à mesure de la vie du bâtiment, la performance. Donc, on n'a pas de possibilité de faire ça sur la durée. D'accord. Après, pour revenir sur les open space, nous avons une question. Pourquoi, selon vous, les open space sont mieux acceptés aux États-Unis et pas en France? Alors, c'est une question difficile, hein. Il faudrait aller là sur davantage de littérature. Le peu que nous savons, hein, sur les différences d'appréhender le travail aux États-Unis ou en France, hein, les travailleurs n'ont pas du tout la même façon d'aller sur la situation de travail. L'histoire du travail et l'histoire des organisations du travail aux États-Unis et en France n'est pas la même. Donc effectivement, les travailleurs américains dans certains endroits vont accepter des situations de travail qu'un travailleur français n'acceptera pas. Ça n'empêche que le travailleur américain ou de n'importe quel pays peut être dans son travail et peut avoir une vraie imprégnation dans son travail. Mais effectivement, il nous est parvenu parfois des informations sur les façons de bosser aux États-Unis qui sont extrêmement étranges. Vous avez tous vu la série The Office, par exemple. Je ne sais pas, c'est quand même une vision du travail anglo-saxon un peu étrange. Et effectivement, vous avez vu aussi au cinéma ou autre les situations de travail que l'on peut voir aux États-Unis. Ça peut être très différent de ce que nous vivons en France. Donc effectivement, en France, il y a eu une résistance de la part des travailleurs. Pourquoi, historiquement, pourquoi? Il faudrait aller demander aux historiens et aux sociologues. D'accord. Alors, pour revenir à M. Falguerat, la présence d'ergonomes dans les projets architecturaux, est-ce qu'elle augmente? Est-ce que vous avez vu une tendance à augmenter? Oui, je pense qu'elle augmente, hein. J'ai pas de données chiffrées dessus, mais on voit bien qu'il y a quelques années, sur des appels d'offres de marché public notamment, il n'y avait aucun ergonome demandé. Et maintenant, presque dans tous les programmes qui sortent, d'hôpitaux, de mairies, d'EHPAD ou autres, il y a un ergonome qui est demandé à l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc ça, en termes de maîtrise d'œuvre, je pense que c'est devenu presque, on va dire, un peu le standard, ce qui n'est pas du tout vrai sur la partie programmation, mais c'est aussi là presque normal, puisque moi, je ne me définis pas comme étant un programmiste. Donc, on ne va pas aller me chercher si on cherche un programmiste. Je suis plutôt une compétence de l'équipe de l'assistance et maîtrise d'ouvrage au sens très large, avec des compétences de programmation, mais qui sont bien particulières. Mais même ce champ-là, à la limite, a été amené à se développer. On voit de plus en plus certains clients qui demandent, dans une équipe d'assistance et maîtrise d'ouvrage, d'avoir une équipe pluridisciplinaire avec un ergonome. Oui, je pense aussi. Pour Madame Argenty, une question qui nous vient de Monsieur Albinet. Comment l'ergonomie peut-il anticiper les problèmes que posera l'open space en observant, en analysant le travail réel actuel qui n'est pas encore en open space, justement? Alors là, c'est vraiment la plus-value de l'ergonome, hein. Il faut donc se dépêcher sur les situations de travail préexistantes, quand nous avons la chance qu'elles préexistent, bien sûr. Et là, on fait des relevés sur tout ce qui est exigence au travail. Pour chaque salarié, on va regarder de quel type d'exigence il a besoin pour accomplir les différentes tâches qu'il accomplit. Donc, on va se déplacer sur les situations, entre guillemets, au moment des activités, forte activité, faible activité, etc. Et on va relever s'il a besoin de documents, s'il a besoin de parler à un collègue, s'il a besoin de téléphoner, s'il a besoin d'aller physiquement quelque part ailleurs dans le bâtiment, s'il a besoin de stocker du matériel, de stocker des documents.
etc. On va les relever, tous ces éléments-là. Je me souviens d'un site où il y avait un seul salarié qui devait dérouler des plans en A0. Dérouler un plan en A0, ben, il faut une surface appropriée. Hein. Donc, il faut une table de réunion. Donc, effectivement, ça faisait partie des exigences de cet unique salarié, où est-ce qu'il pouvait bien dérouler ses plans A0. Donc, on répertorie comme ça tous les besoins. Et ensuite, on va sur le projet et on va aller travailler avec un programmiste, si nous avons la chance qu'il y ait un programmiste, pour lui donner toutes les informations que nous avons recueillies sur le travail, toutes les exigences au travail. À partir de là, c'est le programmiste qui, lui, pourra définir les espaces et définir effectivement si on pourra mettre les gens en open space, en flex office ou autre. Et on définira aussi les modes de travail, c'est-à-dire s'il faut qu'il y ait des salariés nomades, s'il faut des ordinateurs, s'il faut des imprimantes, etc. D'accord. Donc, une nouvelle question pour M. Falgueret. Dans quel secteur d'activité l'ergonome intervient-il le plus souvent dans les projets architecturaux? Alors, je l'ai dit, sur les marchés publics, on est sur des bâtiments où il va y avoir peut-être de la relation de service. Je vais pas répondre, enfin, je vais pas retourner la question différemment, mais quelque part où on n'a pas de plus-value. Aujourd'hui, on a, notamment quand on parle d'espace tertiaire, des entreprises qui vendent du mètre carré de bureau très standardisé, qui plaît à un maître d'ouvrage parce que ça va être modulaire, modulable. On ne sait pas trop ce qu'on va y faire dedans, mais on n'a pas trop de marge de manœuvre, nous, on n'a pas trop d'enjeux à venir peut-être programmer ces ouvrages-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'enjeu à venir discuter de l'aménagement, mais sur la programmation générale, on n'a pas besoin. J'allais dire, on a une vraie plus-value là où il y a un process technique qui demande d'être réellement compris parce que ce process technique a réellement des impacts. Alors, il a des impacts sur le bâtiment, mais le bâtiment en a sur lui. Donc, si on voit le bâtiment comme un outil qui participe à la performance de ce processus qui se réalise, il faut le comprendre. Donc, on a une relation de service qui va se mettre en œuvre dans des espaces d'accueil de public. C'est hyper intéressant d'aller questionner qu'est-ce que vient chercher le public et quel est le travail réellement de l'opérateur qui a échangé avec ce public-là. Donc, sur tous les ouvrages publics où il y a de la relation de service, j'allais dire, on est positionné, et sur des bâtiments industriels, parce qu'il y a des problématiques d'espace, de flux, de risques liés à des environnements qui sont mal dimensionnés entre une machine et des opérateurs. Voilà, je pense qu'on est plutôt sur ce type de bâtiment-là. Pour revenir sur les open space, donc ça c'est une question qui regroupe plusieurs questions par rapport à ce qui a été demandé. Vous évoquez les inconvénients des open space, mais qu'en est-il des avantages, que ce soit en termes de productivité ou de réactivité par exemple? Alors, oui, j'ai parlé des gènes parce que c'était pour moi une bonne façon d'approcher le sujet parce qu'effectivement, nous ne sommes pas appelés pour faire de la conception de ces espaces, ou très peu. Moi, j'y suis beaucoup intervenue en expertise et en conseil, mais sur le constat d'un dysfonctionnement. Alors, ça peut être, il y a tout un tas de dysfonctionnements observables. Donc, c'est pour ça que j'ai cité toutes ces gènes. Mais à chaque fois, c'était intéressant de mettre en œuvre une méthodologie d'investigation sur les situations du type la méthodologie canadienne du bâtiment malade, c'est-à-dire mener en parallèle une recherche de gènes, de polluants, et mener en parallèle une recherche de problématiques psychosociales. Puisqu'effectivement, sur les open space, on a souvent les deux qui se confrontent. Est-ce qu'il y a des effets bénéfiques de l'open space? J'ai envie de dire pourquoi pas. Enfin, c'est une situation de travail, c'est un espace de travail. On ne lui demande pas non plus d'être bénéfique. On demande à un espace de travail de pouvoir abriter un process et donc de pouvoir y développer une performance. On n'installe pas une situation de travail comme on voit au Club Med. Donc effectivement, est-ce que c'est bénéfique? La question n'est pas là. Est-ce que la situation de travail respecte l'intégrité physique ou psychique des salariés? Pour moi, c'est plutôt ça la problématique. Et effectivement, on ne sait pas très bien les avantages des open space.
En termes de réactivité, effectivement, on peut se retrouver sur des espaces de travail partagés où on a besoin d'une réactivité, c'est-à-dire il y a des appelants, on a besoin d'une réponse et quelqu'un sur le plateau va l'avoir. Donc ça peut être extrêmement intéressant, effectivement. Mais dans le même temps, vous pouvez avoir quelqu'un qui va être gêné par le bruit que font les deux personnes en réglant un problème. Et là, moi, en termes de solutions, c'est court. Donc là, on a des solutions notamment acoustiques, puisqu'on arrive à faire des choses extraordinaires en acoustique. On peut avoir vraiment des travaux très précis sur les aménagements acoustiques, que je vais préférer, moi, notamment, pour tout ce qui est bruit, à la pose dans un coin de l'open space d'un détecteur de bruit, qui, ça, pour le coup, je trouve, est tout à fait compatible avec un mode de management autoritaire. Très bien. Donc pour M. Falguerat, une question qui nous vient de Anne-Sophie, qui souhaitait savoir comment se spécialiser et vers quelle structure se diriger pour ne travailler que sur des projets architecturaux ou de conception de bâtiments, espaces de travail. S'il existe des structures privées, publiques, en cabinet, en industrie. Si c'est pour être sur de la partie programmation, il y a plein de bureaux d'études qui ont des branches spécialisées, alors, qui s'appellent souvent le nom de bureau d'études plus organisation. Ils ne font pas de l'organisation du travail, ils font de la programmation, donc des grosses boîtes d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Après, il y a des cabinets de programmistes, comme il peut y avoir des cabinets d'ergonomes qui sont 2, 3, 4 personnes qui font de la programmation. Il y a plusieurs structures sur la partie assistance à maîtrise d'ouvrage. Après, sur la partie maîtrise d'œuvre, on est plutôt dans des cabinets d'ergonomie classiques qui mettent à disposition une ressource d'ergo, une compétence dans une équipe pluridisciplinaire de conception. Après, l'intérêt, j'allais dire, de rester dans un cabinet d'ergo, c'est que faire que de la programmation architecturale, c'est intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse, finalement, c'est d'aller regarder le travail. Le programme est un moyen, comme ça pourrait être faire un cahier des charges pour une ligne industrielle, comme ça pourrait aller faire participer au développement d'un produit. L'idée, c'est d'être toujours centré sur cette approche travail. Alors après, oui, on a des affinités. Moi, je préfère faire de l'archi que de faire de l'industriel, parce que je préfère discuter avec des archis qui sont plus des artistes que discuter avec un industriel qui sont moins marrants. Mais ça, c'est comme en perception. Voilà. Il y en a d'autres qui préfèrent travailler avec des industriels, avec un ingénieur outilleur qui est particulier et pas avec un archi parce qu'il le trouve un peu perché. Donc, après, il y a les sensibilités personnelles qui sont importantes aussi. Je ne vais pas le répéter, mais l'idée, c'est quand même de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Quand on y arrive, c'est génial, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est un peu l'idée. Donc, c'est savoir, en fait, vers où on a envie d'aller. Est-ce qu'on a envie de se surspécialiser, ça peut plaire à certains, ou est-ce qu'on a envie de rester dans une approche un peu plus ouverte? Une question de M. Ségara. Est-ce que les effets néfastes des open space sont les mêmes dans tous les secteurs? Est-ce qu'il y a des secteurs professionnels où le collectif de travail est mieux armé pour réguler? Ah oui, absolument. Pardon. Voilà, excusez-moi. Oui, effectivement. On a des secteurs de travail qui s'adaptent bien aux open space. J'oserais dire qui arrivent même à l'instrumentaliser, qui est leur espace de travail. Ce qui pour nous, quand on travaille sur le travail, est très, très intéressant. Et on a des collectifs qui n'ont pas la possibilité du tout de s'adapter et où effectivement les modes organisationnels peuvent devenir même délétères. J'ai connu comme ça une entreprise sur laquelle j'ai été appelée. Je ne suis pas intervenue dans cette entreprise, ça n'a pas été possible, où le médecin du travail expliquait que les salariés vomissaient avant d'entrer sur le site de travail. C'est pas anodin. C'est pas tant le fait d'être un open space, bien évidemment, qui crée ces malaises chez les salariés, mais c'est bien l'organisation du travail sur ce plateau qui était devenu délétère. Donc l'open space en lui-même, ce que je disais tout à l'heure, n'est pas néfaste. C'est un espace ouvert, des chaises, des tables. C'est vraiment comment on va organiser le travail à l'intérieur. J'ai pu voir sur des plateformes de téléphonie, les téléconseillers, sur un groupe où il y avait du contenu à forte valeur, du contenu technique à forte valeur, où effectivement les travailleurs instrumentalisaient
très correctement la plateforme, qui n'était pas très luxueuse, hein. Il n'y avait pas d'acoustique spécialisée, il n'y avait pas… voilà, elle n'était pas luxueuse, mais ces agents savaient très bien instrumentaliser leur situation de travail et avaient une grande liberté sur la gestion des cas qui étaient opérés. Donc ça, c'est vraiment sur les plateformes de téléphonie, le contenu technique et le mode de management qui vont faire que la situation de travail va être délétère ou va être agréable. Il y avait ensuite une question pour Monsieur Falguerat. Et une personne qui voulait revenir sur la santé comme produit, comme vous l'avez dit dans votre intervention. Qu'entendez-vous par la santé est un produit? Oui, ce que j'ai voulu dire, c'est un peu délicat parce que ce n'est pas une définition, c'est ma façon de parler. C'est enfin, pas que produit la performance, mais on pourrait dire la performance, elle veut produire des coûts maîtrisés, un délai, une qualité, mais aussi de la performance, de la santé au sens, c'est un produit de la performance. Bon. Mais c'est une autre manière de le voir en disant qu'est-ce qui fait performance, c'est la santé. Donc je ne pense pas que le terme est peut-être mal choisi. Ce qui était intéressant, c'était de plus se dire que l'organisation, ce que l'on met en œuvre, si on veut que ça soit performant, ça doit produire de la santé. Voilà. À la limite, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait le comprendre. Pour Madame Argenti, Madame Valax qui nous demande, les salles de cours sont des flex office, comment les aménager pour la rentrée? Appelez-moi. Bonsoir Madame Valax. Eh bien, c'est la catastrophe. Oui, c'est typiquement là par rapport à la pandémie, hein, par rapport au virus, bah, c'est une situation cauchemardesque. Une salle de classe, il n'y a pas pire. On le voit là sur les aménagements des collèges. Moi, dans ma commune, j'ai dû gérer l'aménagement de l'école. Bah, ça ne s'aménage pas. Effectivement, c'est un flex office, donc les étudiants sont censés passer dans la salle, repartir 1 heure ou 2 heures après. Il faudrait nettoyer la salle. Donc non, c'est ingérable. C'est ingérable, donc il n'y a plus qu'à espérer qu'en septembre, ce soit terminé. Sinon, ça veut dire… Alors, c'est gérable, si, en fait, je dis des bêtises, c'est gérable. Et on va manquer d'un certain type de personnel dont on manque partout, c'est-à-dire c'est toutes les petites mains qui font le ménage. Effectivement, l'université, les écoles devront embaucher des personnes pour venir passer un petit coup de désinfectant derrière chaque étudiant et chaque enseignant. Donc, cette main-d'œuvre, effectivement, elle va venir à manquer. Et là, comme ils l'ont bien souligné, ben, cette main-d'œuvre, elle vient faire ce travail-là. Elle a pas chômé pendant tout le temps du confinement et elle va beaucoup travailler après aussi. Donc, ça sera intéressant de s'occuper de leurs conditions de travail et bien vérifier que les produits qu'elles et ils utilisent ne sont pas toxiques pour eux et pour elles. Ensuite, nous avons Simon Dauvois qui demande s'il est nécessaire une formation Habitat pour devenir ergonome en conception des bâtiments. Pas du tout, non, non. C'était plutôt une affinité personnelle de faire ça, mais pas du tout. Je veux dire, je prends notre exemple, on arrive des fois dans des entreprises où il y a un savoir-faire technologique assez particulier. On a l'exemple des micropipettes pour l'industrie pharmaceutique qui sont capables de prélever une quantité infinitésimale de liquide. Ou quand j'ai rendez-vous avec la DG de la boîte, elle me dit: vous êtes spécialisé là-dedans? Je me dis: non, c'est la première intervention que je vais faire. Par contre, je suis spécialiste du travail. Donc, quelque part, l'activité de travail, je la connais, je vais pouvoir y accéder. Vous êtes spécialiste de cette chose-là. Donc, on peut sans problème faire de l'expression de besoin, de l'analyse de besoin pour des projets architecturaux sans avoir de formation habitat ou architecturale ou technique avant. Après, comme tout, forcément, au bout d'un moment, on acquiert une certaine compétence, une certaine expérience dans ce domaine particulier qui permet quelques raccourcis. On va faire attention aussi avec les raccourcis parce que l'idée, c'est pas non plus de devenir l'expert qui pense tout savoir et qui va trop vite à un résultat. Mais je veux dire, n'importe quelle formation d'ergonome permet, en ayant une bonne mise en pratique de comment j'observe des situations de travail, de pouvoir les recaractériser et se dire, celle-là, comment je la décline en besoin bâtiment, celle-là, comment je la décline en besoin organisationnel ou autre.
Donc ensuite, pour revenir encore sur les open space, d'où vient la demande d'intervention d'un ergonome dans le cadre de problèmes liés aux open space? Est-ce que ça vient plutôt des salariés, du patron? Alors, si on est conseil en ergonomie, la plupart de nos demandes viennent des directions d'entreprise. Ce sont les directions d'entreprise qui vont être commanditaires parce que tout simplement, c'est les directions qui peuvent nous financer. Si on est expert auprès des CSE, ben, la demande va venir des représentants du personnel. Et ça sera toujours l'employeur qui paiera l'intervention. Dans tous les cas, l'intervention, elle vient d'un constat sur la situation de travail où il s'est passé quelque chose, où il y a eu des plaintes. Je me souviens d'une situation de travail où les gens se grattaient, avaient des éternuements, des rhinites. Dans le cas le plus paroxystique, l'un des salariés avait des problèmes ORL très importants et ne pouvait plus parler. Donc effectivement, on avait là une problématique technique sur ce site de travail et nous avons détecté qu'il y avait une pollution à la fibre de verre sur l'espace de travail. Bien évidemment, c'était une pollution très infime à la fibre de verre, elle n'aurait pas dû provoquer de telles problématiques. Donc, effectivement, il y avait aussi des problématiques psychosociales à l'œuvre qui ont fait que les salariés n'ont pas du tout supporté cette pollution physique. Donc, on est appelé parce qu'il y a une problématique santé au travail qui va faire que l'employeur ne pourra pas faire autrement que d'appeler un spécialiste. D'accord. Question qui vient de Camille. Quelle serait la plus-value d'un ergonome au stade de la programmation par rapport à un programmiste qui aurait des compétences plus globales sur le sujet? Je dirais la plus-value de faire ce que c'est pas faire le programmiste. Alors, c'est intéressant parce qu'en ayant fait une formation de programmiste, on peut bien comprendre ce qu'il est appris et ce qui fait différence, parce qu'en fait, quand on emploie les mots, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils font des interviews, ils vont observer, sauf que finalement, ils ont interviewé du travail raconté. Et on sait très bien en tant qu'ergonome que quelqu'un qui raconte son travail, ça ne raconte pas grand-chose, justement. Donc, on a besoin d'aller un peu plus loin dans les observations. Donc, la seule plus-value que l'on aurait, c'est d'amener ce qui n'est pas extractible autrement que par notre intervention. Après, voilà, ce que je disais, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'entourer et qu'une équipe pluridisciplinaire en programmation est intéressante. Moi, on a fait des programmes en équipe pluridisciplinaire. Le programmiste allait faire tout le travail sur la partie technique, administrative et juridique qui était quand même particulière parce que le terrain était compliqué, parce que le voisinage était compliqué. Et nous, on s'est centré sur la partie usage. C'était des chercheurs qui faisaient de la R&D. Donc, avec un process en plus pas reproductible pour comprendre dont ils ont besoin, pas besoin en termes d'espace, de flux, de moyens, de manutention, de tout ce qu'on veut. Et on a fait une équipe finalement en se disant, moi, je sais que je suis hyper efficace là-dessus. Moi, je sais que je suis hyper efficace là-dessus. On y va. Il y a une vraie plus-value par rapport à accéder à la situation de travail et donc au travail réel et de pouvoir projeter des hypothèses sur des données objectives et pas juste raconter ou la lettre au Père Noël. Parce qu'en fait, on a souvent ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 3 salles de réunion, c'est pas assez. J'en sais rien si c'est assez, pas assez. Peut-être que c'est pas assez, peut-être que c'est assez. Tant qu'on n'a pas accès à l'activité, on n'en sait rien. J'ai un espace pour un process. Est-ce que l'espace, il a été dimensionné pour le process ou est-ce qu'on l'a mis là-dedans en ne sachant pas si c'est grand ou pas assez grand? Il y en a des premiers qui disent, vous avez ça aujourd'hui, donc ça va? Oui, d'accord, bon, on remet 100 mètres carrés. Peut-être que 50 mètres carrés suffisent. Donc, on a vraiment cette plus-value-là d'aller au vraiment juste besoin de l'expression qui est centrée sur une approche travail. Ensuite, pour Madame Argenty sur les open space. Les open space et les autres espaces de travail contemporains peuvent-ils devenir en soi un frein à l'embauche, l'intégration à l'équipe et à la bonne santé de populations particulières? On parle de population qui présente un handicap peut-être. Je ne sais pas. Population de quelle Par partie? exemple, de l'anxiété, TSA, TDAH.
Alors oui, il y a des gens qui n'accepteront pas de travailler en open space, c'est clair. C'est quelque chose qu'on a déjà vu par le temps passé. Si vous avez l'occasion, mais je ne sais pas si ça existe encore, l'INRS avait fait un film sur un bâtiment, c'est la naissance d'un bâtiment, je pense, c'était un chouette truc. Et il y avait un des salariés qui avait tapissé son bureau de papier craft. C'était un bureau tout vitré. Effectivement, on trouvera toujours des salariés qui vont être en vraie difficulté, qui vont être en situation inadaptée du coup sur un espace de ce type-là. J'ai dû aménager un espace pour un travailleur handicapé. Il avait une hyperacousie. C'était infernal. Il ne pouvait pas supporter l'open space. Ça n'était pas possible. On a dû lui faire réintégrer un bureau fermé. On a dû mettre en place des moyens techniques pour qu'il puisse travailler. Là, on est plus dans l'adaptation du poste de travail pour un travailleur handicapé. L'open space ne sera pas adapté à toutes les activités et à tous les travailleurs, effectivement. Comme n'importe quelle autre situation de travail. D'accord. On arrive au bout des questions. Il reste essentiellement des questions sur les open space maintenant. Une autre, du coup, ne considérez-vous pas que parfois on voudrait prêter des vertus à l'aménagement des espaces de travail alors qu'il faudrait d'abord aborder la gouvernance et les relations interpersonnelles au sein de l'organisation concernée par le projet? Il faut que je réponde. Oui, oui. Oui, je pense que l'exposé que j'ai fait tout à l'heure avait tendance à démontrer ça, c'est-à-dire que mettre en place une situation de travail quelle qu'elle soit, si les salariés n'ont pas un minimum la main sur leur installation physique, il va falloir leur donner des contreparties, il va falloir négocier. À l'époque, quand on a installé les premières zones ouvertes comme ça, qu'on a commencé à mettre en place les fameux caissons, c'est-à-dire on disait aux salariés, mais non, tu n'as pas de bureau attitré, tu as un caisson dans lequel tu mets tes affaires, et tous les matins en arrivant, tu prends le caisson et tu le mets au poste que tu occupes. Et pour les salariés, c'était choquant. C'était choquant de ne plus avoir son petit cactus, la photo des gosses, son petit territoire dans lequel finalement on se recrée quelque chose de protecteur. Donc, si vous retirez ça au travailleur, il va falloir lui donner autre chose. Pour qu'il puisse avoir la maîtrise de son environnement, car il s'agit bien de ça, hein, c'est la maîtrise de l'environnement, il va falloir lui donner une autre façon de maîtriser l'environnement. Donc oui, il faudra retravailler la gouvernance. Pour avoir moins de troubles psychosociaux dans ces zones-là, il va falloir travailler sur la gouvernance. Les problématiques interpersonnelles, ils existent au travail, ils existent partout. Donc effectivement, il va y avoir des problématiques interpersonnelles. C'est pas tant que les gens veulent pas travailler ensemble, c'est que le mode de management va venir mettre en place des crises interpersonnelles. Si vous commencez je vous dis des bêtises, à faire du ranking, c'est interdit en France le ranking. Moi, j'ai la moitié de mes clients qui font du ranking. Le ranking, il n'y a pas mieux pour mettre le souk total sur un open space et pour que les gens viennent aux mains et en viennent à se coller des baffes. Donc effectivement, commençons par retravailler les évaluations au travail, retravailler notre façon de travailler ensemble, et je pense qu'il y aura beaucoup moins de problématiques interpersonnelles sur les open space. Pour terminer, j'avais une question qui s'adressait un peu aux deux intervenants. La multiplication des accords sur le télétravail et le confinement montre que le travail à domicile n'a pas que des avantages, en particulier en ce qui concerne la qualité de l'espace dédié au travail au domicile de chacun. Qu'en pensent les ergonomes? Je peux commencer à répondre, hein. On en pense que c'est effectivement, c'est peut-être à prendre en compte, hein. Donc ça pose plein de questions. Comment j'interviens chez un salarié dans son environnement personnel qui jusqu'à maintenant était son cocon finalement, c'est-à-dire que on a certaines entreprises où on est obligé un peu de porter un masque, alors pas le masque pour le Covid, hein, mais poker face un peu. Et quand je suis chez moi, je fais ce que je veux, quoi. Et là, ce qu'on a observé pour avoir fait des interventions aussi et un peu de retour d'expérience sur le confinement et le télétravail, c'est qu'il y a des gens qui se sont dit perdus, plus de séparation mi-pro, mi-perso, des problématiques d'agression parce que
se prendre, entre guillemets, une remontrance ou un tir par un supérieur dans un bureau, c'est pas pareil finalement quand je le prends en distance, en visio à la maison, quand je tourne la tête, je vois mon gamin jouer. Donc ça pose vraiment toutes ces questions-là. C'est-à-dire qu'on est sur de la sphère du privé, donc comment on pourra intervenir ou pas chez un salarié dans son domicile pour comprendre ces problématiques de travail, qui ne sont pas uniquement que des problématiques biomécaniques, mais malgré tout, elles y sont. Ça pose question. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas encore de retour d'expérience là-dessus, mais on aura, si les entreprises mettent en place, parce qu'on se dise, un jour de télétravail par semaine, je travaille sur la chaise de la cuisine ou dans le canapé, c'est pas mal. Surtout que c'est un jour où je fais autre chose. Quand j'y passe 5 jours par semaine, et en plus dans une période où je ne suis pas le seul à la maison, c'est intenable. Donc, ce n'est pas du télétravail, ou alors c'est le télétravail littéral, c'est-à-dire travail, l'instrument de torture du Moyen-Âge à la maison. Quoi. C'est finalement, effectivement, qu'on on a un sujet pas à s'emparer, on n'est pas seul, mais ça pose plein de questions. Je ne sais pas, Corinne, qu'est-ce que tu en penses, mais... Alors, je vais compléter, poursuivre ce que tu dis, parce qu'effectivement, là, on a une situation absolument extraordinaire. Donc, on s'est rendu compte de deux choses. La première, c'est que le télétravail avait bien des vertus. Quand on se replonge il y a 20 ans en arrière, au début de ma carrière, où les dirigeants d'entreprise me disaient « mais il faut interdire le télétravail, les gens ne foutent rien quand ils sont à la maison ». C'était un discours qui était paroxystique et qui était inaudible. Aujourd'hui, à l'inverse, le télétravail aurait toutes les vertus. Et comme Julien le souligne, effectivement, chez moi, je fais ce que je veux. Je veux travailler en tailleur sur une chaise de la cuisine. Je me fais mal au dos, je me fais mal au cervico-brachial. C'est mon problème. Donc, effectivement, on a déjà des remontées de troubles lombaires, de troubles liés au fait qu'on ne se tient pas bien à la maison. On se tient comme on veut à la maison. Alors, on a des solutions qui pourraient être intéressantes, mais on n'a pas de retour d'expérience, effectivement, vraiment là-dessus. Tout ce qui va être le travail sur le tiers-lieu, parce qu'effectivement, du télétravail, il en existait déjà avec des entreprises qui avaient fait des accords sur le télétravail et où on commençait à mettre en place des tiers-lieux. Vous aurez peut-être l'occasion de lire un article que l'on a écrit sur LinkedIn là-dessus. Donc, effectivement, le tiers-lieu, ça peut être un lieu qui est loué par l'entreprise, pas loin de la maison. Moi, j'habite à 30 km de Toulouse, donc effectivement, j'ai plein de salariés de chez Thales, par exemple, dans mon village. Ça peut être intéressant pour ces salariés, au lieu de s'abîmer le dos ou les yeux à la maison, d'avoir de mauvaises conditions de travail, ça peut être intéressant éventuellement pour eux d'aller sur un tiers-lieu, qui est pas loin, ils peuvent y aller en vélo à la limite. Ça change tout de faire 30 km dans les embouteillages pour aller dans l'entreprise tous les matins et voir 2 jours par semaine aller sur le tiers-lieu avec des salariés d'autres entreprises, des gens du village ou du village à côté. Je pense que c'est une autre façon de travailler, un autre modèle. Je n'en dis pas plus parce que je ne sais pas ce que ça va donner, mais je pense que c'est peut-être des choses des innovations qu'il va falloir peut-être travailler à l'avenir. D'accord. Merci beaucoup pour vos deux interventions. Ce fut un échange très intéressant pour moi et je suppose pour mes collègues et tous les spectateurs de ce webinaire. Donc désolé, on a un peu dépassé le temps alloué aux échanges, mais on s'en excuse. Et voilà, bonne soirée à vous. Et pour moi, ça se finit là. Merci à vous. Je vais peut-être prendre le mot de la fin, s'il vous plaît. Donc, à travers cette présentation, à travers les échanges qu'on a pu avoir, il y a quand même un dénominateur commun que j'aimerais mettre en avant. C'est l'importance du facteur humain. Voilà, on voit que de plus en plus d'entreprises maintenant prennent en compte ce facteur, prennent en compte les hommes et les femmes qui construisent justement la performance, qui forgent la performance de l'entreprise au quotidien. Et on voit que l'ergonome, au quotidien également, a des leviers d'action qui sont concrets, au plus près du travail réel. Il peut agir sur l'organisation du travail, sur le temps du travail, les conditions du travail, mais le constat est similaire pour ce qui est de l'aménagement aussi des espaces de travail. Et je tiens vraiment à remercier Julien Falguerat et Corinne Argenty qui nous ont vraiment montré avec des exemples pratiques qui ont vraiment illustré l'apport de l'ergonomie, une discipline, je le rappelle, toujours récente, qui s'implante mois après mois, année après année dans les milieux socio-techniques pour toujours préserver le couple santé et performance, vraiment allier ces deux éléments qui semblent essentiels. On a essayé de répondre à un maximum de questions. On s'en excuse si certaines ont été malheureusement un petit peu mises de côté. N'hésitez pas en tout cas à nous écrire juste après mon petit mot de la fin
Le mail va apparaître, donc n'hésitez pas à nous écrire, à faire un retour éventuellement sur l'intervention, sur le webinaire. N'hésitez pas à nous écrire, on prend toute remarque constructive pour la suite. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc, une bonne soirée, bonne continuation dans vos projets personnels pour la suite. Et merci à vous pour votre attention. Merci, au revoir. Merci, Au bonne revoir. soirée, au revoir.